Allez, c'est parti pour ce live de juin 2024. Comme d'habitude, on va commencer avec une petite heure ensemble d'analyse professionnelle de la pratique. L'objectif, c'est que l'un d'entre vous présente une séance qu'il a menée récemment et qui lui a apporté soit une problématique, soit un souci particulier, de façon à ce que l'on puisse en débattre tous ensemble, que vous puissiez donner chacun vos avis de la manière dont vous auriez abordé ce problème. Qui se lance aujourd'hui? Gaëtan, Nathalie, Claire, Christina. À moins que vous vouliez laisser la parole à Non, Gaëtan. il y a un moment que je n'ai pas fait de séance et puis je préfère être en observation aujourd'hui. Je suis au ralenti là. Ouais. Ok. Voilà, je t'avoue, je découvre. C'est ma première. Donc, voyons. Nathalie, Claire. La dernière fois que je suis venue, j'en ai lancé une. Je veux bien laisser la place à quelqu'un d'autre quand même. Et oui, c'était quand même passé la dernière fois. Ben oui. Alors moi, c'est un peu chaud, en fait, je suis dans le tram, donc c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de bruit, donc c'est pour ça, c'est un peu compliqué. Donc je suis là, en fait, pour boire un peu. Et effectivement, la prochaine fois, je prendrai mes dossiers et effectivement, j'aurai une étude de cas à faire. Mais là, c'est un peu plus compliqué avec le tram. Ok. Guilain, est-ce que tu en as une, toi, en particulier, ou est-ce que j'en pose une? J'ai rien qui me vient à la minute, donc si tu en as une sous le coude, sinon je me sors les méninges, mais Bah, j'en ai bien une qui traîne. Après, à voir. Allez, je vais lancer celle-là. Alors, c'est une séance c'est laquelle que je vais sélectionner? Celle en visio ou celle en présentiel? Séance en présentiel qui m'a apporté quelques soucis, notamment au niveau des résistances. C'est une jeune femme qui vient me voir pour un problème de phobie en voiture. Cette personne-là est très motivée, elle a été conseillée par d'autres personnes que j'avais prises en charge dans sa région et qui vient donc pour ce problème de phobie de voiture et des problèmes de mastication obsessionnelle. Donc, elle contracte en permanence son master et elle a tendance à mastiquer dans le vide, notamment la nuit. C'est pas un problème de bruxisme directement parlant, mais c'est un problème de son médecin qualifie de nervosité ou d'expression de nervosité. Bref. On mène la séance ensemble et très rapidement, impossible, vous connaissez ma façon de travailler, je commence à travailler sur des charges émotionnelles, donc forcément de prime instance, je pars plutôt sur ces stratégies-là, et impossible de pouvoir générer en l'aide une charge émotionnelle qui soit hors de contrôle, c'est-à-dire qui puisse permettre de pouvoir rentrer en transe derrière. Donc je cherche un petit peu, je creuse, je décide de repartir de manière plus conventionnelle en ayant recours à une mise en induction par focalisation sur la respiration. Donc détente et focalisation sur la respiration. Très classique, très simple. J'emmène la focalisation, on emmène l'exercice, on arrive sur une transit place, donc c'est une safe place qui va nous servir de zone de transit pour pouvoir aller dans la phase de travail. La transit place apparaît sous forme abstraite, donc des flots de lumière blanc et marron dans du noir. Elle se sent plutôt bien et concentrée dans cette zone-là. Pour l'instant, on ne fait pas face au travail. Et dès que je lui suggère d'aller vers la phase de travail, donc un élément allait apparaître dans cet espace-là qui représente son travail, là, directement, j'ai droit à un réveil spontané. Donc, impossible d'aller directement face au travail. Je décide du coup de partir sur autre chose.
Je la rassure, on discute un petit peu, qu'est-ce que c'est l'hypnose pour vous, pourquoi vous êtes venu me voir. L'objectif, c'est pas que je sache vraiment vos travaux, mais enfin ce qui vous embête, mais quelles sont les émotions qui sont derrière. Donc, on va essayer de libérer un petit peu toutes ces émotions-là et savoir ce qui vous travaille. J'essaie de partir sur une stratégie, cette fois-ci en conversationnel. Donc, on discute un petit peu ensemble. Je la laisse parler, elle part dans une logorée pour m'expliquer sa problématique. Elle a de nombreux problèmes en ce moment, des problèmes de travaux à la maison qui n'avancent pas, des problèmes de personnes qui l'arnaquent à la maison. Donc, le jardinier qui ne vient pas faire les travaux alors qu'il a été payé, le charpentier qui ne revient pas faire le toiture alors qu'il a été payé. Bref, un gros problème de confiance envers les autres. Je continue à travailler là-dessus et je favorise au maximum la relation. C'est-à-dire qu'au lieu de couper la parole sur la moindre émotion comme je fais d'habitude, cette fois-ci, je laisse beaucoup plus discuter, j'essaie d'intégrer un peu plus d'éléments de son histoire et de faciliter des biais de sympathie qu'elle pourrait avoir avec moi pour ouvrir un peu plus de portes. Et à un moment donné, alors qu'on discute de tout ça, elle me dit, mais de toute façon, tout va bien. Je fais, ah, très bien. Du coup, si tout va bien, comment ça va au niveau de votre mâchoire? Elle me regarde, elle bug. Elle bouge un petit peu la mâchoire comme ça. Elle me dit, là, ça va. Je fais, ah, très bien. Mais du coup, les fois où ça le fait, ça va pas? Et elle me regarde, si, ça va. Je fais, alors, pourquoi votre mâchoire, elle bouge à ce moment-là? Pourquoi vous avez ce problème au niveau de votre mâchoire? Pourquoi vous mastiquez? Elle me dit, en fait, là, je mastique plus. Je fais, ah, donc est-ce que c'était vraiment utile de mastiquer? Elle me dit, non. D'accord. Et du coup, vous avez appris quoi là de la discussion qu'on a eue ensemble? Elle me fait, rien. Je suis d'accord. Mais au niveau de la mâchoire, elle me fait, ça va. Je suis d'accord. Reprenons au niveau de votre voiture maintenant. C'est quoi le problème? On discute un petit peu là-dessus. Et pour la voiture, elle me dit qu'elle a beaucoup de mal à prendre la voiture pour faire n'importe quel trajet dès lors qu'elle prend ne serait-ce qu'une nationale. Donc elle me dit par exemple que pour venir du village dans lequel elle habite, qui est dans l'extrême nord de l'Ain, pour venir jusqu'au cabinet, elle a pris que des petites routes, des petites départementales en traversant plein de villages différents. Quand je lui pose la question de pourquoi elle fait ça, elle me répond simplement parce que j'ai pas confiance en les autres. Ok, vous avez déjà eu des accidents, vous avez déjà eu quelque chose qui vous a mis mal à l'aise au niveau du volant? Est-ce que vous avez déjà eu une histoire particulière au volant? Elle me dit non, pas du tout. Juste, j'ai pas confiance en les autres. Ok. Je lance la discussion, j'essaie de creuser sur la confiance envers les autres. Impossible de pouvoir avoir ne serait-ce qu'un biais d'entrée au niveau émotionnel. Je décide de travailler du coup sur une autre manière de faire. J'essaie de pouvoir créer une ambiance plus ludique en travaillant sur des mises en induction plus classiques avec focalisation dans la main, immersion et visualisation au volant. Et on va travailler comme ça le reste de la demi-heure qui est restée de la séance. Bilan plutôt mitigé en fin de séance. Elle ne savait pas trop comment se positionner par rapport au travail qu'on avait fait. Je vous avoue que du coup, moi non plus. La séance pour moi avait été plutôt bancale, notamment à cause de la relation. J'avais pas réussi à construire une relation de confiance qui était nécessaire à pouvoir travailler, et j'ai pas senti un énorme dynamisme de la part de mon sujet pour pouvoir avancer. On termine la séance comme ça. Je lui dis de me tenir au courant comme je fais d'habitude, donc à J+1, J+3 et J+7, dès qu'elle en ressent le besoin, de façon à pouvoir me dire un petit peu comment ça évolue pour elle, et puis surtout qu'elle me dise si oui ou non elle a envie qu'on continue à travailler ensemble. Elle me renvoie un message à J+5, donc en dehors des créneaux que j'avais proposés, via Facebook, via Messenger. Donc entre-temps, elle m'avait demandé en ami sur Messenger, elle avait regardé mon émission chez Catherine Romanoff qui était sur mon profil Facebook. Et bref, elle s'était renseignée sur moi, en gros. Et là, elle m'envoie un message, elle me dit « Vous êtes magicien ?» Ni bonjour, ni merde, ni quoi que ce soit. Juste, vous êtes magicien. Et je lui fais pourquoi? Elle me dit, ça fait 5 jours, ma mâchoire va super bien, je pète la forme et tout va bien.
Il n'y a aucun souci, je suis d'accord. Et au volant, je n'ai pas encore testé, mais je compte bien m'y mettre. Je suis très très bien. Mais écoutez, c'est bien. C'est qu'en fait, vous avez plus bossé que ce que vous pensiez et que vous avez avancé. Enfin, mais moi, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir bossé. Je suis sûr que c'est vous qui avez travaillé. Ok. Je fais, écoutez, continuez à me donner des nouvelles et puis on voit comment ça évolue. Le surlendemain, elle me renvoie un message en me disant ah, j'ai essayé de conduire, catastrophe, je me suis pas du tout senti bien, j'ai dû prendre un alprazolam pour conduire parce que j'étais vraiment paniqué. Je fais écoutez, pareil, regardez comment ça évolue sur la semaine et puis après on verra si on prendra un nouveau rendez-vous ensemble. Je vous laisse à diligence réserver ce rendez-vous comme vous avez fait la première fois. Donc là, je suis en attente qu'elle reprenne le rendez-vous. Voilà un petit peu pour la séance. Ma problématique, c'est ça. C'est qu'est-ce qui a pu bloquer les phénomènes hypnotiques sur cette séance et pourquoi, malgré tout, j'ai réussi à avoir un résultat sur les mouvements de la mâchoire. Et surtout, comment vous seriez pris, vous, pour essayer de passer par-delà ou pas ces résistances, qu'est-ce qui vous aurait permis de le faire et qu'est-ce que ça aurait engendré comme conséquence en termes éthiques et déontologiques. Guylain, tu veux résumer un peu ce que j'ai dit, comme ça que ce soit plus clair pour les autres? Écoute, une dame, je ne sais plus si tu nous as donné son âge, j'ai 30 ans en tête, mais... Entre 45 et 55 ans. Bon, hop, je l'avais rajeuni un peu, c'est pas grave. Qui vient pour un double motif, un problème de manifestation de stress avec une mastication, une mendication, comme on dit des fois, plus un problème de stress lié à la conduite routière. Tu mets en place plusieurs approches. Une première, avec ta méthode habituelle hein, que l'on connaît, c'est-à-dire une mise en transe liée à l'émotion, avec une focalisation, une première transit place, et au moment où tu vas aller vers le travail, boum, ça remonte, travail spontané. Tu changes ton fusil d'épaule, tu pars sur une partie conversationnelle, qui t'amène un certain nombre d'éléments, et sans que tu mettes vraiment le doigt sur le pourquoi du comment, une résolution, dire ah tiens, mais en fait tout va bien avec ma mâchoire. Tu tournes un petit peu autour de ça, mais voilà. Point qui par la suite s'avérera être pérenne au moins sur l'échelle de quelques jours. Quand tu souhaites travailler sur la conduite routière, là, tu n'arrives pas forcément à accrocher un quelque chose en conversationnel ou autre. Et tu restes du coup sur ta sensation de trucs incomplets, de trucs pas terribles, tant au niveau de la compréhension de ce qui s'est joué dans cette séance, que du relationnel, de ton côté, du sien. Par contre, du coup, à J+5, tu as ce super retour sur le travail de la mandibule, enfin, du stress de la mandibule, mais pas, et par contre, rien du tout sur l'évolution de la conduite, qui est toujours décrite comme catastrophique. Si j'ai bien résumé? Oui, c'est ça. Un détail que j'ai oublié de vous donner. Oh non, si, je vous le... Oui, oh bah je vous le donne. si, quand même, parce que sinon, on va tourner autour du pot. Ouais, elle avait pris un alprazolam avant de venir en séance, 1 heure avant. Ah ouais. Oui, déjà. Ok. Oui, alprazolam, traitement anxiolytique hein, pour ceux qui ne l'auraient pas. Ouais. Oui, déjà, elle a un truc qui inhibe, déjà, elle est peut-être déjà un peu en transe avec le médicament, non? Elle est dissociée, enfin pas dissociée, mais elle est ensuquée, quoi. Elle est. Ça va dépendre de son habitude de traitement. Si elle en prend tous les jours, j'ai vu récemment une dame qui me dit ah, moi, quand je suis un peu stressé, j'en prends 5 d'un coup. Oula! Alors là, elle avait pris un alprazolam 0,25. Elle a une habitude d'en prendre de manière assez régulière, mais pas non plus quotidienne. Dès qu'elle a une haute charge de stress qu'elle a du mal à gérer ou dès qu'elle doit prendre le volant. Voilà, donc elle a été sous alprazolam, pris 1 heure avant la séance.
info pertinente ou non, je vous laisserai juger. Là, essayons de prendre ensemble cette notion de réflexion sur la séance. Qu'est-ce qui a bien pu se passer sur cette séance? Qui a quand même amené le sujet à avoir un résultat sur une partie de sa problématique, pas sur l'autre. Qu'est-ce qui peut se jouer ici en termes de résistance et qu'elle soit due aux médicaments ou non? Et qu'est-ce qui fait que cette séance a été complexe et compliquée? Gaëtan. Bon, alors, j'ai pas la réponse, j'ai des pistes. J'ai une interprétation. Après, elle suit le modèle de l'IFS, mais ça n'apporte pas la réponse. Ça apporte une compréhension peut-être de sa situation. Parce que moi, des comme ça, j'en ai plein chaque fois. C'est des gens qui sont dans l'hyper-contrôle. Et du coup, le paradoxe, c'est que quand on est dans l'hyper-contrôle, faire de l'hypnose, c'est perdre le contrôle dans leur tête, dans leur esprit. Donc, c'est pas compatible. Cet hyper-contrôle, la vision de l'IFS, ça veut dire qu'il y a un manager derrière qui est hyper costaud et qui ferme les portes de tout. Et les seules fois où j'ai pu contourner ça, c'est quand comment dire, c'est quand on met pas d'enjeu derrière. L'enjeu derrière, c'est justement de trouver une solution à son problème. Chaque fois que j'ai pu contourner les résistances d'un manager puissant, c'est quand je lui ai proposé de jouer et de s'amuser. Parce que justement, il n'y avait pas d'attente, il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas de risque derrière. Et à ce moment-là, on fait de l'hypnose juste pour faire un mouvement idéomoteur, faire un truc qui permette de découvrir la transe sans que derrière, potentiellement, il y ait une faille, une brèche qui s'ouvre et qui est considérée par le manager comme le truc à ne surtout pas faire. Et c'est à partir de là que ça peut entrouvrir une petite porte pour pouvoir commencer après à aller aborder d'autres choses, parce que ce manager, il protège d'autres choses. C'est pour ça que le truc de la mâchoire, il a peut-être disparu parce que c'est une autre cause, c'est autre chose. Et dans ta conversationnelle, tu as permis à la personne de comprendre, d'expliquer à cette partie d'elle qui provoquait ça, que c'était inutile. Donc, ça a marché d'un côté, mais ça n'a pas marché sur tout, parce que les origines et les causes ne sont pas liées. Mais tu as ce manager puissant qui bloque absolument tout, parce que pour lui, perdre le contrôle, c'est quelque part dans sa vie compliquée, dans laquelle il évolue tout le temps, sa manière de maîtriser, sa manière de prendre les petites routes, justement, c'est contrôler. Et donc, c'est impensable de faire autrement. Donc, lui dire fais de l'hypnose pour aller faire autrement, parce qu'il sait derrière que l'attente, c'est ça, pour lui, c'est inconcevable. Et du coup, ça fait des blocages qui font que la personne, au moment où il y a l'induction qui fonctionne, revient immédiatement. Et je pense que le médicament, ça ne doit pas faciliter les choses, parce qu'elle est dans un état un petit peu, peut-être, moi j'appelle ça ensuqué, cotonneux, je ne sais pas, mais il y a une espèce de nivellement des expressions, de tout, quoi. Quelque part, elle est un peu inhibée de tout. Et ça doit faciliter les choses, justement, pour cette partie d'elle qui bloque pour la protéger. Alors ça, c'est mon explication, mais ça ne donne pas des réponses. Mais je crois que les seules failles, les seules choses où, quand ça a marché, j'ai pu contourner, c'est quand j'enlève, parce que la personne vient pour une séance pour avoir un résultat. Eh il faut lui dire, on ne va pas chercher ce résultat, on va chercher à s'amuser, à découvrir ce que c'est que l'hypnose. Et après, on verra si l'hypnose peut aider. C'est à partir du moment où on dévalorise le risque, quand on diminue le risque, l'enjeu que la transe peut éventuellement être vécue. Ok, merci Gaëtan. Quelqu'un d'autre? Ouais, Jérémy. Il était un peu long. Bonjour à tous. En fait, Gaëtan, dans ce que tu racontes, le fait d'apprendre à la personne de faire une petite séance à part pour découvrir, est-ce qu'au final, ça lui montrerait pas qu'elle a le contrôle durant Absolument.
lui redonne et du coup, ça permet Elle de. décide, d'une certaine manière, elle décide de jouer et pas de remettre en péril quelque chose qu'elle s'évertue à contrôler tout le temps. Mm. Mais c'est un biais pour pouvoir vivre la transe. Ah oui, oui, bien sûr. Et une fois qu'elle est en transe, ben, elle y est, quoi. Mais tant que chaque fois le risque, c'est comme s'il y avait un signal d'alarme, quoi. Tu sais, je vois les grues, tu sais, les grues là, avec les vérins, là, quand ça se met à biper, là, c'est que la grue, elle est trop en dévers et tu peux pas y aller, quoi. Et ben là, c'est ça tout le temps, quoi. Il y a le signal qui dit il faut contourner cette protection. Et du coup, parce que je suis arrivé en retard, Jérôme, tu as fait du coup une induction en charge émotionnelle et après, Alors, l'induction en charge émotionnelle n'a pas fonctionné. On a eu ça a fonctionné. pas des charges qui étaient exploitables. Cette charge émotionnelle était trop chargée en modification comportementale derrière, donc ça montait une instabilité du sujet face à ses émotions. Impossible de pouvoir creuser dessus, donc je me suis dirigé vers une induction plus classique et conventionnelle, avec focalisation sur la respiration et passage par un lieu de transit. Ok. Ça n'a pas fonctionné parce que dès lors qu'on était en lieu de transit pour pouvoir passer en zone de travail, on avait un réveil spontané. Hmm. Donc ça ne passait pas et du coup j'ai travaillé en conversationnel derrière avec un résultat spontané et inattendu sur l'une des problématiques alors qu'on était encore en train de travailler sur la notion relationnelle. Des inventions que je vous donne pour l'instant. On verra après, on les creusera. Moi, de ce qu'a dit Gaëtan, là, dans la réflexion, vous pouvez tout savoir. Il y a Nathalie qui avait levé la main aussi. Nathalie, tu as besoin de reprendre la parole aussi? Tu veux nous partager un truc? Oui, j'ai eu le même cas avec une jeune femme il y a un mois à peu près. Le même problème. Alors moi, je travaille pas comme toi, je connais pas trop. Enfin, je le connais, mais je l'applique pas. Ça fait pas longtemps que j'ai ouvert mon cabinet, ça fait 1 an. Et là, donc moi, je travaille vraiment en induction dès le début. Et donc cette jeune femme, en fait, dès le début qu'on partait en induction, elle me faisait pareil. Elle ouvrait les yeux d'un seul coup, elle avait du mal à respirer, la tête qui tourne, pas bien. Donc j'essaye plusieurs choses. J'ai essayé aussi, en passant un peu par une relaxation du corps à travers la sophrologie, puisque je suis aussi sophrologue. Et ben, peu importe ce que j'essaye, il arrive un moment donné où elle devait vraiment se détendre, où en fait, elle n'arrivait pas à… Alors, j'aime pas trop le terme de lâcher prise, mais c'était un petit peu ça, en fait. Dès qu'on partait un petit peu profondément, elle revenait. Donc, elle avait, je pense, le même souci, c'est-à-dire qu'elle ne voulait pas lâcher. Et du coup, moi, j'ai inversé l'histoire, en fait, parce que je pense qu'elle avait, en discutant après avec elle, donc je l'ai rassurée, j'ai discuté avec elle, et elle avait vraiment cette peur de perdre le contrôle. Et moi, je lui ai expliqué qu'en fait, le contrôle, elle l'avait en hypnose et qu'en fait, c'était elle. Et au lieu de rester dans cette idée d'avoir peur de perdre le contrôle en rentrant en hypnose, de vraiment utiliser ce contrôle pour décider de rentrer en hypnose. Donc, je l'ai rassurée sur beaucoup de choses à travers l'hypnose, en lui disant qu'elle ne risquait rien, qu'elle gardait le contrôle tout le long, enfin, les principes de base de l'hypnose qu'on peut expliquer. Et en fait, en vraiment lui faisant prendre conscience que c'était elle qui décidait de partir en hypnose, en fait, elle a joué le jeu et c'est elle qui a décidé, qui a pris le contrôle et du coup, ça a fonctionné, elle est partie en hypnose. Voilà. Je sais pas, mais enfin voilà. Moi, c'est ce qui m'est venu à l'idée. Je ne savais pas trop quoi faire et ça a été, je me suis dit, je vais utiliser ce contrôle qu'elle a pour que vraiment elle prenne le contrôle de. En fait, j'ai vraiment voulu accentuer là-dessus. Que ce soit vraiment elle qui décide et qui contrôle. Et du coup, en fait, j'ai eu une super séance où elle est partie sur un événement. À la base, elle venait aussi pour une sorte de phobie. Elle avait eu une grosse peur dans le train. Elle s'était retrouvée enfermée, elle avait une grosse phobie, pas bien, vertige et tout. À la première gare, elle s'était arrêtée, elle n'avait pas pu aller plus loin, elle avait fait demi-tour, elle était rentrée chez elle. Donc en fait, elle avait une grosse oppression au niveau du train et au niveau de la voiture, qui était arrivée suite à… Bon, après, j'ai découvert pourquoi, mais enfin voilà, à l'origine, elle venait pour me voir, pour ça. Voilà. Ok, super, merci beaucoup Nat. Il y a Christina qui a levé la main aussi. Oui, en fait, j'ai peur de me perdre dans les… Parce que je n'ai pas pris de notes, mais du coup, je voudrais quand même qu'on reprécise. Jérémy,
Est-ce que les différents thèmes, donc la phobie de la voiture et la mastication, ont été groupés directement ou est-ce que c'est plutôt, bon, bah, comme on n'y arrive pas côté voiture, on va plutôt passer mastication et voir ce que ça donne? Tu me demandes de préciser sur quoi j'ai travaillé en prime instance? Oui, Sur rien. d'accord. Toi, tu travailles sur rien, mais c'est-à-dire qu'elle arrive, elle présente ses problématiques et avec le jeu de questionnement, tu veux créer une charge émotionnelle, mais en partant de quoi? En partant de ce qui est présenté par le sujet. Bon, là, ça n'a pas emmené ce qu'il fallait, donc ça ne collait pas. L'objectif, c'est de pouvoir laisser de manière sous-jacente les problématiques proposées par le sujet et de pouvoir trier les éléments qui provoquent chez elle une réaction physiologique, une réaction autonome. C'est ça qui va être intéressant. C'est l'indicateur de la micro-expression, c'est ça, entre autres. Il y en a d'autres qu'on doit relever. Ça, tu l'avais vu sur la formation analyse du comportement, Oui. Tu l'as fait avec. Tout à fait. Donc là, c'est pourquoi? C'est une bonne question et ça va rejoindre justement l'un des éléments sur lesquels je vous attendais. Là, jusqu'à maintenant, on a parlé de comment lever les résistances de quelqu'un qui potentiellement est hyper contrôlant. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment on peut aller plus loin là dans la compréhension des résistances qui se présentent dans ce cas-là? En fait, moi, j'ai la croyance que quand il y a de toute façon, quelle que soit l'action, on va dire qu'il y a un bénéfice derrière. Donc forcément, s'il y a résistance, c'est que quelque chose est important pour elle à préserver. On parlait de contrôle tout à l'heure. Après, ça peut être une piste, mais pour moi, il n'y a pas que ça. Il y a contrôle ou qu'est-ce que je veux vraiment changer, puisqu'elle était motivée, très motivée au départ, en tout cas dans ce qu'elle dit. En même temps, j'entendais parler des médocs, mais les médocs sont prescrits pour le calme au volant. Donc, quelque part, si on règle ce problème-là, on n'a plus accès aux médocs non plus. Enfin, pour moi, c'est toute une série de pistes que j'aurais gardées en arrière-plan, tu vois, qui pourraient éventuellement créer des résistances. Mais le contrôle, ça me paraît un petit peu facile parce que dans le cadre de quasiment toutes les phobies, il y a un truc avec le contrôle. Et voilà, dans ce sens-là. Super, Christina. Ça ouvre de nouvelles pistes. Moi, il y a une question quand même qu'on va de suite la débloquer. On va la débloquer immédiatement. Enfin, du moins, on va donner de vraies informations dessus. On a la chance quand même d'avoir un docteur en réanimation et en anesthésie. Guilain, la problématique de l'alprazolam, là, 1 heure avant séance. Réel ou fantasmé? Pour moi, problématique plus fantasmée que réelle, pour plein de raisons. Un, parce que elle fait partie du quotidien de cette dame. Donc, c'est notre ligne de base. On va chercher à justement faire changer, faire varier. De deux, parce que si on le considérait comme étant une problématique, ça nous amène à des considérations qui sont directement problématiques, parce que qu'est-ce qu'on va lui demander? On va lui demander de l'arrêter, au contraire, on va bloquer sur cet alprazolam comme étant une sorte d'excuse. Et puis par ailleurs, quand il n'y a pas non plus de question ici de surdosage, de mésusage, etc. Donc, où là, ça pourrait amener d'autres questionnements. Donc, moi, je ne m'arrêterai pas, là, et de manière au quotidien, je ne m'arrête pas là-dessus. Sachant que par ailleurs, la pharmacologie du médicament n'a jamais démontré l'impossibilité de rentrer de générer une émotion ou de rentrer dans une transe ou au contraire l'inverse. C'est pas comme si c'était un médicament un psychotique, enfin, psychotique,
ce qu'on appelle psychodysleptiques, ou comme, ce n'est pas les médicaments qu'on a dans le commerce habituellement, hein, mais qui au contraire générerait des hallucinations, des transes, etc. Ou au contraire, un antipsychotique qui empêcherait de travailler là-dessus. Donc, pour moi, je considère comme pas un problème. Et oui, en soi, c'est aussi pour ça que j'ai oublié de vous le dire au départ. Est-ce que ça pose réellement un problème ou non? Bah, pas forcément du tout. D'accord? Par contre, qu'est-ce qu'il y a à prendre en considération là-dedans? Qu'est-ce qui est important dans la totalité des choses que j'ai essayé de mener au fur et à mesure? C'est de la matière qu'elle apporte. Ouais, elle apporte quoi? Ben, les informations, si elle apporte cette information, c'est que ça a quand même une certaine importance pour elle. Ok, il y a Claire qui a levé la main. Ouais, je reviens, merci. Je reviens, excusez-moi, je suis en train de marcher en même temps. Je reviens sur effectivement l'alprazolam. Je rejoins Guylain, je ne suis pas du tout experte du temps, hein, mais effectivement, j'ai déjà fait des séances avec des personnes qui étaient sous l'alprazolam, mais finalement, il n'y a eu aucun impact, hein, complètement. Et par contre, moi, ma question, c'est quand tu l'as mise en état d'hypnose pour le problème de mâchoire, tu es parti de quoi pour la mettre en hypnose? Est-ce que tu es parti directement de la problématique, directement, pardon, directement de la problème qui est le problème qui est de la mâchoire, ou tu es parti d'autre chose? Non, au tout début, on est parti complètement sur autre chose. Bon, quand elle m'a dit qu'elle avait ses problèmes sur la mâchoire, elle a de suite enchaîné avec ses problèmes de phobie de la voiture, et de manière plus généralisée sur la totalité des problèmes qu'elle pouvait avoir, avec la confiance avec les gens, les problèmes à la maison, les problèmes avec ci, les problèmes avec ça. Donc, pour moi, c'est une information que j'attendais de voir si ça allait venir de vous ou pas, on est plus sur une notion d'anxiété généralisée, avec des éléments un peu multimodaux, que vraiment des éléments problématiques précis. Donc, en fait, c'est ça qui était surprenant au niveau de la mâchoire, c'est que la mâchoire étant quelque part l'expression de son anxiété au niveau corporel, et que je n'avais pas commencé le travail directement là-dessus. Après l'échec de la charge émotionnelle et la remontée, le réveil spontané sur l'induction par focalisation sur la respiration, en quelques phrases, après lui avoir laissé la place de s'exprimer sur sa logorée, on est réussi simplement en remettant en considération le fait qu'elle se sente bien et comment ça va sur la mâchoire maintenant qu'elle se sent bien, et le ramener au fait que pourquoi alors la mâchoire bloque si ça se sent bien alors qu'elle se sentait bien avant, c'est-à-dire la remettre face à sa confusion elle-même qu'elle s'était créée, ça a suffi simplement à lever la problématique de la mâchoire. Moi, ce que j'aimerais savoir là, c'est pourquoi cet élément-là, sans qu'on ait basé le travail à la base sur la mâchoire, mais qu'on l'ait ramené simplement en fin de logorée de sa part, comment cet élément-là a suffi à débloquer ça pour vous? Puisqu'après tout, je ne l'ai pas du tout emmené travailler sur la mâchoire dès le départ. On n'a pas fait de travail sur la mâchoire. Oui, Jérémy. Jérémy Carrel. Guylain, tu allais dire quelque chose? Non, je voulais te donner la parole. Ah. En fait, c'est juste qu'elle s'est rendue compte qu'en discutant, son niveau de stress baissait de lui-même et que son blocage à la mâchoire était dû à son état d'anxiété. Et du coup, ça a débloqué tout seul le mécanisme. C'est comme ça que je le perçois. Ça peut être tout à fait, correct, hein, comme explication. On a un certain nombre d'éléments comme ça qui sont des débordements de stress, hein, qui sont juste, c'est propre des tics, que ce soit un tic de mâchonnement, un tic de je joue avec mon stylo, un tic de je joue avec mes cheveux, etc. C'est juste l'expression du stress qui déborde. Tu t'engages dans une discussion sympathique avec quelqu'un, tu peux aborder les problématiques, tu les mets en perspective, Oui, tu prends un petit peu de distance avec ça, inconsciemment, tu vas avoir une partie qui va diminuer un peu son stress, tu peux très bien avoir une disparition de ça. La question là est de savoir, est-ce que ce truc de la mâchoire a réellement disparu, ou est-ce que,
De deux, est-ce que c'est encore présent mais qu'elle s'en rend pas compte? Ça peut exister aussi, hein, beaucoup de personnes qui sont tricotylomanes, qui jouent avec leurs cheveux et qui me disent non, non, je joue pas avec mes cheveux. Donc, il faudrait avoir un point de vue extérieur. Et de trois, est-ce que si on stresse un petit peu cette dame-là, ce serait pas très éthique, mais pour les vertus de l'expérience, est-ce qu'on ne verrait pas ce truc-là réapparaître? Ça, pour le moment, on n'en sait rien. Voilà. Et oui, pour l'instant, on n'a que son retour personnel à elle, et donc on ne peut pas vraiment savoir comment se positionner face à ces problématiques, pour l'instant. Mais il y a un autre truc qui va être important. Claire, lève la main. Est-ce que c'est pas juste, mince, pardon. Est-ce que c'est pas juste, effectivement, Georges Guillain, mais atténuer, effectivement, comme tu dis, Guillain, le problème, l'atténuer, le déplacer. Maintenant, je me pose la question sur les neurones miroirs. Quand elle est revenue à elle, tu as dû avoir un effet de surprise, je pense, hein. Enfin, ça, c'est une projection. Et est-ce que derrière, justement, elle qui a capté peut-être tes micro-expressions, derrière, il y a eu peut-être ce blocage ou ce positionnement, ce questionnement? Est-ce que je vais réussir à repartir? Est-ce que j'ai vraiment confiance en lui? Je ne sais pas, c'est une question. Ça aurait amené quoi si ça avait été le cas? On le sait que le lien entre le thérapeute et le client, enfin, le rapport, c'est quelque chose, c'est la base. C'est la base de tout. Et que si le rapport n'y est pas, obligatoirement, la séance, elle est en mode comme ça. Et donc, derrière, il y a un truc qui capote. Obligatoirement, s'il n'y a pas le rapport, la personne ne peut pas partir en transe, elle n'a pas confiance. Elle dit qu'elle n'a pas confiance aux autres quand elle est en conduite. elle n'a pas confiance en autres, tout court. Tout court. Oui, oui. Pardon, j'ai fait une projection. J'ai mal compris. OK. Donc, elle n'a pas confiance Non, non, aux autres tout c'est court. bien. Parce qu'il y avait d'autres exemples. Elle n'a pas confiance non plus dans le maçon, dans le jardinier, Voilà, dans tout la à fait. conduite. Donc, finalement, s'il y a des neurones miroirs qui se mettent en place, si finalement, derrière, elle n'a pas plus confiance en toi, est-ce que justement, ça ne crée pas un blocage et que la relation, elle n'y est plus et que ça crée un blocage pour repartir en transe? Qu'est-ce qui te permet là de pouvoir imaginer qu'elle a eu confiance en moi à un instant et qu'elle l'a perdu ensuite? Et pourquoi à ce niveau-là, on aurait un résultat ensuite et pas avant? Elle l'a formulé. J'ai entendu, tout va bien au niveau de ma mâchoire. Elle l'a formulé. Ça crée quelque chose à l'intérieur. À partir du moment où la personne reformule ce genre de choses, il y a un mécanisme qui se met en place. Donc finalement, ça, c'est déjà acquis. À partir du moment où elle le formule, c'est OK. Donc là, on peut passer à autre chose. Par contre, il y a peut-être des micro-expressions qui sont restées à l'intérieur d'elle, et enfin, entre guillemets, dans l'inconscient, et qui bloquent justement la poursuite du travail. Est-ce que cette C'est une information hypothèse. est vérifiable ou pas? Sur la seconde séance, oui, bien sûr. Oui, sur la seconde séance, peut-être. Mais là, pour l'instant, en état des choses. Est-ce que c'est vérifiable? Là, ce que tu viens d'avancer en te basant sur la théorie des neurones miroirs, qui, de fait, n'a aucune souche véritable en soi pour l'instant, Oui, oui, tout à fait. en termes scientifiques. Donc, qu'est-ce qui te permet là de pouvoir affirmer concrètement qu'il y a un problème uniquement de confiance dans la relation qui a été créée et que la relation est en train de se dégrader plutôt que de s'améliorer? Elle s'est dégradée peut-être à un moment. Alors pour déjà, est-ce que poursuivre le pour toi, elle se travail. dégrade ou elle s'améliore? Moi, je ne trouve pas qu'elle se dégrade. Elle s'est dégradée à un moment pour se réaméliorer au moment où elle s'est aperçue que sa mâchoire allait mieux. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pensent comme ça? Vous pouvez lever la main si c'est le cas ou envoyer un petit pouce vers le haut, un petit pouce vers le bas pour voter. Moi, J'avais. Ah oui. Je croyais avoir levé la main tout à l'heure, désolé. Tu avais levé la main. Non, moi, je pense que tu as construit cette relation. De toute façon, elle vient parce qu'elle est en détresse. Le médicament, c'est la béquille. Le truc des dents, c'est un symptôme périphérique, on va dire. Donc, c'était pas le truc primordial. Ça pouvait peut-être assez facilement disparaître. Et grâce à ça, grâce à cette petite victoire qui n'a pas été conscientisée immédiatement, il lui a fallu 4 ou 5 jours pour pouvoir s'en rendre compte. Après, elle te demande si tu es magicien, quoi. Donc, à mon avis,
tu as construit une super relation malgré toi, tu n'as peut-être pas vraiment fait exprès, tu as tout fait pour, tu ne savais pas où ça allait te mener, mais elle, maintenant, je pense quand elle va pouvoir revenir, malgré ses craintes un petit peu universelles envers tous les gens, elle aura un peu plus de confiance envers toi, grâce au fait que tu as quand même réussi à obtenir une petite victoire qui est celle de son truc de mâchoire. Même si ça ne dure pas, si ça reprend, ça aura ébranlé un petit peu ses certitudes quant à la confiance qu'elle attribue très peu à tous les gens, quoi. Pas mal. Et donc, à mon avis, il faudrait que tu surfes et que tu joues là-dessus. Alors, c'est compliqué, tu ne vas pas lui dire que tu es magicien, mais tu peux lui montrer qu'ensemble, vous êtes magicien. Et ça peut être un point de départ. Pas mal. Alors, Guilain, vas-y. Je pense que tu mets le doigt, Gaëtan, sur quelque chose qui est important chez cette dame, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression d'entendre une balance entre engagement de la part de cette dame et, on va dire, causalité externe, ressources externes je vais trouver. Ton histoire commence par c'est quelqu'un qui est envoyé par une pote. C'est pas elle qui vient avec sa détresse, elle est envoyée par une pote. Quand vous commencez à travailler, donc là on est sur le truc externe, hein, c'est bon, on m'a envoyé, c'est pas ma faute. Donc peut-être un manque d'engagement. Quand elle doit s'engager dans le travail, boum, c'est là où ça capote. Elle n'a pas confiance. Du coup, à ce moment-là, tu perds ce rôle potentiel de causalité externe potentiel, de solutionnaire, de magicien potentiel. Bon. Il y a l'histoire de cette mâchoire, dedans, mais vraiment toute la consultation, elle se finit dans cet entre-deux. Elle a perdu un peu cette relation de confiance, etc. Dans les causalités externes, on met aussi la phrase de l'âme. On va trouver dans quelque chose d'extérieur, dans une prise de médicaments moyens. Elle va, et c'est marrant parce que je me l'étais noté d'emblée, mais j'avais pas rebondi dessus. C'est très, mine de rien, assez étrange, des gens qui disent j'ai pas confiance en moi sur la route, enfin j'ai pas confiance dans la conduite à cause des autres. La plupart des gens n'ont pas confiance dans leur. Enfin, parce que j'allais dire c'est normal sur la route de ne pas avoir confiance dans les autres. On fait tout ça en fait. Par contre, on a suffisamment confiance dans notre capacité à prévoir la manière dont les autres vont déconner ou anticiper ou réagir pour quand même prendre la route. Personne ne prend la route en disant non, 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 mais moi je vais griller tous les feux rouges et ça va bien se passer, les autres vont se pousser. Enfin, si vous faites ça, arrêtez. Tac. J5. Oh mon Dieu, vous êtes magicien. Magicien, c'est vraiment, elle te repositionne dans une causalité externe, mais au passage, elle se repositionne, elle, dans une des implications du truc. Vous échangerez un petit peu sur cette question. Tu lui demandes de se réengager dedans. Ça a l'air de poser problème. Bon, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on est en train de jouer. Vous avez peut-être vu cette étude-là dans ce qui fait qu'une psychothérapie au sens très très large va fonctionner. Environ 50% de l'engagement du sujet, environ 30-35% du relationnel, et le petit pourcentage qui reste des techniques qu'on peut utiliser. Et j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, ces deux pourcentages-là, ils sont en train de s'amuser à faire du ping-pong. Je ne suis pas engagé dedans. Quand on me force à m'engager dedans, force dans le bon sens du terme, hop là, ça ne me va pas. J'ai plus l'impression d'entendre ça, ce qui m'amènerait, si j'étais dans cette situation-là, après c'est bien, c'est ce que j'en entends, travailler d'abord cette implication, d'une part, ce relationnel, d'autre part. C'est un peu étrange d'ailleurs, j'avais aussi tiqué dessus, je vais en séance, je vais faire une séance d'hypnose, et puis à J5, je vais aller me renseigner sur la personne avec qui je le fais. Alors, et puis, regarder ton Facebook avant, quoi. De bien travailler ce relationnel-là, bien travailler cet engagement-là, d'en faire deux choses bien distinctes, et qu'ensuite la technique,
quelle qu'elle soit, arrive comme la cerise sur le gâteau, quoi. C'est plus ça que j'ai l'impression d'entendre. Et oui, exactement. Alors, maintenant, décortiquons avec tout ce que vient d'expliquer Guylain et tout ce spectre-là d'observation. Du coup, qu'est-ce qui a permis d'avancer sur le travail et pourquoi on a eu une évolution sur la mâchoire? Pourquoi on n'a pas eu d'évolution sur la voiture? Et surtout, quel est l'élément réel qui a permis de faire basculer la balance motivationnelle dans un sens plutôt que dans l'autre? Nathalie. Peut-être que l'engagement au niveau de la mâchoire, déjà, elle n'en a pas pris conscience. Donc, ça s'est fait un petit peu sans qu'elle le décide. Donc, elle n'a pas eu besoin de se poser la question, en fait, ça s'est fait automatiquement. Donc, je pense qu'elle est revenue là-dessus après par la suite. Et après, je suis d'accord au niveau de l'engagement. Je pense qu'il faut peut-être travailler effectivement l'engagement qu'elle a. Peut-être que derrière, l'avantage ou le bénéfice qu'elle a à conserver ce problème avec la voiture, il faudrait peut-être aller travailler plus là-dessus. Alors, c'est pas mal. Qu'est-ce qui nous a vraiment permis de pouvoir avancer sur la mâchoire, comme le dit Nat, c'est qu'elle ne s'en est pas rendu compte. Ce qui lui a permis de se rendre compte que sa mâchoire s'était décontractée et qu'il n'y avait aucun problème de tic au niveau de la mâchoire durant tout le long de la séance, c'est que je lui ai fait remarquer à un moment donné. Je lui ai dit clairement, et la mâchoire, là, ça va? Pourquoi je lui pose cette question et à quel moment? Pour qu'elle s'en rende compte, justement. Pour qu'elle Oui. se rende compte qu'il y a eu un changement qui s'est fait. Et à quel moment? Tu demandes à quel moment tu lui as posé la question ou à quel moment elle s'en est rendue compte? Non, à quel moment je lui pose la question? Je pense que c'est stratégique. Tu lui as vraiment posé la question pour qu'elle puisse basculer, justement. Oui, donc à quel moment précis? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ah, je n'ai pas fait attention. En milieu de séance, non, tu lui as posé la question quand tu avais essayé plusieurs choses et que rien ne fonctionnait. Alors, pas vraiment. J'ai essayé à la fin de sa logorée, une fois qu'elle avait terminé de me parler de toute son histoire et de toutes les problématiques qu'elle avait à la maison. C'est-à-dire qu'elle a commencé à, entre guillemets, vider son sac. En vidant son sac et en ayant la possibilité d'avoir la place de pouvoir parler, qu'est-ce qu'elle gagne? De l'écoute. Elle gagne en assurance. De l'intérêt. Elle gagne en assurance, notamment par rapport à elle-même, et du coup, elle prend le lead sur la séance à un moment donné. Chose qui, jusqu'à maintenant, n'était pas le cas de par sa position envers moi parce que j'étais le thérapeute, et en plus de ça, un thérapeute en qui elle n'a pas confiance. Là, en lui laissant la place, en fait, elle oublie le manque de confiance qu'elle peut avoir en moi pour gagner en confiance qu'elle peut avoir en elle. Du coup, elle se met à l'aise dans la discussion qu'on peut mener. Donc, au moment précis où je lui ai posé la question, c'est effectivement parce que, non pas où je remarque qu'il ne s'est rien passé au niveau de la mâchoire, parce que dès le départ, j'avais absolument rien vu sur la mâchoire. Il n'y avait pas forcément de tic au niveau de la mâchoire, pas de contraction au niveau de la mâchoire dès le départ. Par contre, je remarque effectivement qu'elle prend ses aises, qu'elle est plus décontractée, qu'elle est plus reposée et qu'elle a une meilleure capacité à pouvoir verbaliser ce qu'elle ressent et échanger avec moi. Donc, elle prend plus de place. En lui envoyant cette question qui n'est absolument pas attendue dans le discours parce qu'elle aurait pu attendre complètement autre chose par rapport à sa logorée qui ne parlait pas du tout de sa mâchoire, je viens casser le coup et ramener immédiatement à une réification des sensations qu'elle pourrait avoir au niveau de sa propre mâchoire. Donc, elle me dit, là, ça va bien. Je suis, mais alors, là, ça va bien, alors que vous venez de me parler de toutes ces problématiques qui ne vont pas. Donc, comment ça se fait que ça aille bien? Parce qu'en fait, ça va toujours. Ok, mais donc si ça va toujours alors que vous avez des problèmes, c'est qu'en fait, la mâchoire, c'est utile ou c'est pas utile? Non, c'est pas utile. Ah. Là, sur quoi je travaille en disant ça et sur quoi j'oriente le travail? C'est une ratification, c'est une prise de conscience de sa part. Ouais. Une ratification et qui va tourner autour de ses propres contradictions. Elle va réaliser elle-même, c'est pas quelque chose que tu lui expliques, c'est elle qui le réalise. C'est ça. Et je ne tire ça que des éléments qui viennent d'elle, c'est-à-dire des éléments contradictoires qu'elle a proposés elle-même face à une situation qui la stresse, alors qu'elle vient de poser une logorée pour m'expliquer ce que ça fait, ce que ça lui fait, et que derrière, elle se sent beaucoup plus calme. Donc j'utilise en fait la notion d'assurance et de relaxation qu'elle pourrait avoir après sa logorée pour pouvoir le coller à la réification de la mâchoire. Et ça,
autant je pouvais m'attendre à avoir un résultat immédiat, autant je ne m'attendais pas forcément à ce que ce soit pérenne, parce qu'en fait, c'est une approche qui est ultra solutionniste, comme on pourrait l'avoir sur la douleur. On fait simplement réaliser un état sensoriel et attentionnel spécifique d'ici à maintenant, et on le rattache à une problématique d'avant, ce qui permet de pouvoir réaliser par éléments confusionnels et par lien entre les différents éléments qui sont amenés par le sujet, qu'ils soient passés ou qu'ils soient présents, à un état spécifique par rapport à sa problématique. Ok. Par contre, on ne s'attend pas forcément à ce que ce soit pérenne. Et notamment derrière, la grosse stratégie que j'ai essayé de trouver là-dedans, dans cette communication autour de sa propre confusion et contradiction autour de son état, c'était de pouvoir regagner du lead et de pouvoir générer derrière de nouvelles émotions et une nouvelle charge émotionnelle qui allait pouvoir me permettre de travailler sur la phobie. Bon, ça n'a pas marché. Pourquoi de nouveau? Je pense qu'elle avait besoin d'un temps. En fait, elle est venue. J'avais pas percuté sur le fait qu'elle n'était pas venue de son propre chef, mais c'est sur les conseils d'une amie. Donc, à mon avis, elle est venue chercher la baguette magique en disant, je vais voir s'il peut faire quelque chose. Quelque part, elle te remettait, elle te déposait la responsabilité, tu vois, entre tes mains de son mieux-être. Parce qu'en fait, elle n'est pas si mal que ça, peut-être. Elle a son médicament, elle a ses trucs, tu vois, elle a ses petites routines. Donc là, les 5 jours lui ont permis de mesurer qu'effectivement, il pouvait y avoir quelque chose, que tu es le magicien en question dont elle a besoin et qu'elle espère, et que du coup, je pense que son opinion sur toi a dû changer entre le moment où elle est venue, parce qu'on lui avait dit vas-y, et le moment où maintenant elle peut envisager que peut-être tu vas être celui qui va pouvoir l'aider à faire réellement quelque chose. Et donc ça va changer son engagement. Toi, le piège, c'est de ne pas lui laisser croire que c'est que toi qui détiens tout ça et que c'est à elle, justement, à se mobiliser pour pouvoir obtenir quelque chose si elle le veut vraiment. Parce que là, est-ce qu'elle voulait vraiment venir? À mon avis, c'était plus de la curiosité, puisqu'elle est allée après coup sur YouTube pour deviner et comprendre qui tu étais. Alors, peut-être pas, peut-être que c'est un problème d'engagement et de motivation, peut-être que c'est un problème de confiance et de relation, peut-être que c'est... Il peut y avoir plein de souches différentes. Tout ça, il n'avait pas mesuré, maintenant il le sait. Ouais. Donc, Jérémy, tu avais levé la main. Ouais. Te connaissant, en plus, Gaëtan, ça rejoint ce que vous étiez en train de dire. Tu as dû, pendant ce logoré, utiliser les éléments de langage, notamment en parlant au présent, pour la pousser justement dans ce qu'elle ressentait et pour augmenter ses contradictions et te servir de ça de manière stratégique pour diminuer son état d'anxiété. Et donc, ça a aidé au déclenchement de la mâchoire. Super, en plus simple. Ça soit plus compréhensible pour les autres. Jérém, en plus simple. En gros, tu as augmenté ce qu'elle ressentait en te parlant de ce qui n'allait pas, pour lui montrer que plus elle parlait, mieux ça allait. Oui, en fait, c'est bien simplifié. Ouais. Tu l'as fait focaliser sur ses ressentis, voilà, et en présentifiant les choses. Ouais. Guilain, tu voulais rajouter un truc? C'est bien. Non, je dis plus simple, moins simple. Mais non, mais oui, complètement. Voilà. Il y a un élément notamment qui était assez marquant. Alors déjà, oui, Gaëtan, bien vu pour le coup de la baguette magique. Effectivement, en fin de séance, j'ai fait, alors, cette séance, vous vous attendiez à quoi? Et elle me dit, effectivement, bah, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est que vous claquez des doigts et pouf, ça disparaît. Ouais. Voilà. Donc effectivement, ce côté absent de la baguette magique était clair chez elle. Seulement, j'en ai pris connaissance à la fin de séance. Je ne vous l'ai pas dit de suite pour pas couper toute la réflexion qu'on a pu avoir ensemble là maintenant. Mais effectivement, c'est l'un des éléments qui a exprimé le sujet. Maintenant, il y a autre chose encore. Quand est-ce qu'il sort ce... Mais vous êtes magicien, en fait. 5 jours après. Oui, et notamment, qu'est-ce qui s'est Et passé après enquête. Christina? Après enquête et vérification que oui, c'est bien un magicien. Et oui, après enquête sur moi. Qu'est-ce que ça lui a apporté, cette enquête? De la crédibilité vis-à-vis de toi. Qui vient de l'extérieur. Ça a augmenté les biais d'influence que je peux avoir sur elle en tant que thérapeute et la crédibilité qu'elle peut me porter. Du coup, ça a augmenté les biais d'autorité, les biais de sympathie
et bien d'engagement et de cohérence en termes de rapport social. Ah bah oui, c'est cohérent. S'il fait une émission chez Catherine Troumanoff, c'est forcément qu'il est très bon. Ah bah oui, tout ce qu'il dit, c'est hyper logique. Donc forcément, ça engage. Oh, comment il a traité la fille pendant l'émission et tout, avec l'assurance qu'il avait, c'est forcément qu'il sait ce qu'il sait faire. Ok, tout ça, ça va jouer dans sa tête. Ça touche à quoi? Plus profondément, à ce que je poursuis moi pour elle, ou si on s'en tape, mais plus profondément, ça touche à quoi? À ses croyances. Elle croit qu'on Bien. va pouvoir lui apporter quelque chose. Et si moi, je peux être une croyance influente dans son changement ou dans sa conservation de sa problématique, qu'est-ce qu'on a d'autre autour? Elle peut croire, elle, en ce qu'elle a déjà le changement qu'elle a pu voir. Elle peut croire au changement qu'elle a pu voir sous l'influence qu'effectivement, si j'ai fait des choses, c'était réfléchi et posé, d'une. Mais surtout, s'il y a des influences qui peuvent venir de moi ou de l'image qu'elle peut se faire du moi et dans la crédibilité qu'elle peut me donner à travers les réseaux sociaux et tout ce qu'elle a pu trouver sur moi, on peut aussi se douter qu'il y a énormément de choses autour dans sa vie qui peuvent influencer dans un sens ou dans l'autre la balance. Il n'y a pas que moi dans l'histoire, il y a plein d'autres choses. Le piège, là, pour le thérapeute, c'est quoi? La déresponsabilisation. Et oui, la déresponsabilisation, c'est-à-dire que là, en fait, il ne faut pas avoir ça comme un acte de réussite, le fait qu'elle vous appelle magicien. Il faut voir ça comme un acte d'alerte. Là, concrètement, on va vers une déresponsabilisation et une codépendance du sujet vers la réalisation ou non des objectifs qu'elle est venue poser. Et ça, concrètement, il faut venir se méfier. C'est-à-dire que c'est pas une victoire qu'elle vous appelle magicien. C'est pas bon. Là, effectivement, il y aura toute une démarche, si elle revient en séance derrière, pour pouvoir remettre les choses en place. Et c'est notamment ce que j'ai fait. Ça, c'est un élément à pouvoir remarquer, c'est qu'à la fin de la séance, enfin à la fin des 7 jours, quand elle m'a renvoyé le message en me disant la voiture, c'est pas encore ça, c'est la catastrophe, au lieu de dire on va le traiter de suite, reprenez une séance, je lui dis écoutez, voyez ce que ça donne sur une semaine encore, laissez-vous le temps. Et puis, si ça ne va pas, à votre diligence, vous reprendrez rendez-vous pour qu'on travaille ensemble dessus. Mais je lui ai pas dit, on va de suite reprendre. Ça aurait été quoi le piège là? Que tu étais le magicien. Positionné comme quelqu'un qui peut solutionner ça, puisque je suis le magicien de sa mâchoire. Et donc là, je coupe toutes les capacités d'autonomisation du sujet par rapport à sa problématique et je crée les prémices d'une codépendance et possiblement derrière d'un triangle de Karpman. Donc, ce sera délétère à long terme sur la séance. Ça va? C'est intéressant? Est-ce que sur un prochain live, on pourrait parler de l'adorcisme? De la quoi? L'adorcisme. J'ai pas entendu, ça coupe. L'adorcisme. C'est les mécanismes inverses de l'exorcisme. Où, en fait, justement, alors bon, là, c'est pris en partie un peu spirituel. J'avais lu ça dans un des livres d'Antoine Bioy, où, justement, quand le sujet vient et demande une baguette magique, en se déresponsabilisant, c'est il avait appelé ça des mécanismes d'adorcisme. Et je cherche justement depuis plusieurs mois maintenant à me renseigner dessus, à savoir quels sont les mécanismes qui peuvent influencer ça. Et c'est très peu documenté pour l'instant. Et parce que ça pourrait être utilisé. Tu m'apprends un truc, Jérémy. Tu vois, adorcisme, je ne connaissais pas. Tu viens d'apprendre un truc. Donc on va pouvoir le creuser. Ouais, ça peut être intéressant de faire un live là-dessus. Écoute, pourquoi pas. Après, ça amène avec le terme, comme tu le dis, ça amène directement la notion d'influence, la notion religieuse au sens large, la notion d'esprit, etc. qu'on peut utiliser, hein, mais ouais, non, mais moi je ne suis pas en mode spirituel, religieux ou autre. Mais voilà, de manière générale, mais qui amène bien sûr également un des gros warnings. Ça peut être la posture de la personne qui dit oui, j'aimerais pouvoir être adorcisé, j'aimerais pouvoir avoir une possession par un esprit curatif, etc. On l'imagine bien faire partie d'un certain nombre de cultures, hein, un truc comme ça.
On peut le reprendre aussi sur le Pourquoi pas? wokisme, par exemple. La notion d'adorcisme autour du positivisme, par exemple, pourrait être particulièrement pertinente. Comment je vais me positionner dans ma vie par des biais positifs et d'affirmation qui me permettent de tout voir en positif pour moi et de toujours tirer le meilleur, en ne prenant plus compte tous les éléments extérieurs qui pourraient être négatifs à moi, puisque quelque part, ça ne rejoint pas la notion d'adorcisme. C'est la méthode Coué. Par exemple, Je la connais pas. Bah, tu fais que des C'est phrases. de l'autosuggestion positive. Tu te dis tous les matins dans le miroir que tu es beau, tu finiras par l'être. par Dali, Plus que tu ne l'es déjà. Je suis riche, je suis le plus beau du monde et je suis riche. Bon, ça fait presque 40 ans que je le fais et je suis toujours pas riche et je suis toujours pas beau. Mais bon, je perds pas espoir, je continue. Non, mais ouais, dans l'idée, c'est de dire la personne, le sujet se déresponsabilise et va commencer à m'adorer en tant que magicien, entre guillemets. Quels sont les éléments qui nous permettraient de nous mettre en alerte sur ce genre de mécanisme, sur la mise en place de ce genre de mécanisme-là, pour savoir comment se positionner. Bah justement, tiens, retournons sur notre cas. Quels pourraient être les éléments là que vous pourriez retrouver chez vos patients qui, sur le premier coup, pourraient vous paraître un élément plutôt très positif et flatteur, et qui ensuite, en seconde instance, vous paraîtrait plus un élément d'alerte. Où est-ce que vous pourriez reconnaître ça? Autrement que dans la déresponsabilisation du sujet. Bon, c'est déjà un point. Ouais, c'est déjà un point. Concentrons-nous là-dessus, et puis après, on pourra travailler sur les autres. Bah, Le sujet, pour c'est moi, de toutes les déresponsabiliser. flatteries, les flatteries, les piédestals, tout ce qui tourne autour de la dépendance. Très bien. Avant ou après séance? Plutôt après. Avant, ça amène juste à des... Pour moi, avant, ça amène à de la curiosité et plutôt à une clientèle qui va venir, justement. Et alors, elle va venir, oui, mais elle va venir avec quoi et comment? Avec l'attente du sauveur. Mais pour moi, le fait qu'ils viennent avec l'attente du sauveur est moins problématique qu'ils ne continuent à le penser quand la séance a commencé. Ça va dépendre de quoi? Ah ben de nous, de notre attitude. De ce que tu fais entre les deux. Oui. Exactement. Dès le coup de téléphone et pendant l'accueil et tout. Et oui, pourquoi? Tiens, un cas qui nous est tous déjà arrivé au moins une fois. Vous tombez amoureux ou amoureuse de la plus belle fille ou du plus beau mec du lycée. Et vous avez des attentes de folie dessus. Genre, ce mec, il doit être tellement parfait, cette fille, elle doit être tellement parfaite. Mais vraiment, vous l'adoubez, vous en devenez fanatique comme pas possible. Et puis, un jour, vous avez l'opportunité de pouvoir concrétiser cette histoire avec. Et au bout de 2 jours, vous vous dites, mais en fait, ah non, mais le flanc, il tombe complètement retombé, quoi. C'est à chier complet. Ou le dernier séquel de Star Wars. Vous attendez ce film, il est censé être publié depuis 3 ans, il est censé être sorti depuis 3 ans, et puis vous attendez ce film avec impatience pour pouvoir connaître la suite de cette saga Star Wars. Et vous arrivez en salle et au bout de 5 minutes, vous vous dites, mais putain, mais quel navet, c'est pas possible que ça ait été repris par Walt Disney, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Est-ce que c'est vraiment le film qui est pourri? Quand on voit ce qu'on a fait Disney, oui. Oui, d'accord, pour Star Wars. Mais dans le cas de la plus belle fille ou du plus beau mec du lycée, qu'est-ce qui se passe en fait déjà, en prime instant? C'est le problème d'idéaliser quelque chose. C'est notre attente. En fantasme. C'est ça, il y a le problème d'idéalisation et de tout ce que vous allez être capable de fournir pour. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre intérêt pour et fanatisme pour. Tout ça, ce sont aussi des éléments d'alerte. Un sujet qui vient vous voir en préséance, en étant capable de faire 600 bornes pour venir vous voir, vous dépenser le prix de la séance, faire venir sa femme, sa fille, son petit-fils, tout en même temps, le même jour, faire le trajet exprès pour ça. Et dire de partout, de toute façon, il n'y a que vous qui pouvez me sauver de ma problématique, alors que des thérapeutes autour de chez eux, il y en a à peu près 50 au kilomètre carré. Ça doit à minima résonner comme étant un signal d'alerte. De quoi?
Ça doit à minima résonner comme un signal d'alerte. À minima. Un signal d'alerte, oui. Néanmoins, après, il s'agit de voir à quel moment on s'est rejoint des attentes pour les recadrer ou Complètement. pas. C'est ça. L'idée, c'est pas Comment forcément de dire à ce monsieur, vous êtes mon dernier espoir, m'en fous, casse-toi. Non. Et de dire, ok, bah, on va d'abord commencer, avant d'entrer là-dedans, on va d'abord commencer par reposer un cadre, etc., etc. Et certainement plus qu'on le ferait avec quelqu'un qui ne viendrait pas avec cet élément-là. Voilà, et surtout particulièrement exposer le fait que la solution ne viendra pas de vous, que vous êtes là pour fournir des compétences qui vont l'aider à avancer, mais que cet avancement ne pourra pas se faire sans lui et sans son engagement. Par exemple, reposer les règles d'un accompagnement en thérapie ici plus qu'avec n'importe qui va permettre de pouvoir amener de la lucidité et du raisonnement chez cette personne en dehors de l'engagement émotionnel qu'elle a envers vous, et donc de pouvoir faciliter le travail. Au même titre qu'une personne comme là, dans le cas que je vous ai exposé, qui vient vous voir avec un énorme problème de confiance envers les autres, qui a eu tendance à connaître des histoires où elle se retrouvait en difficulté de trahison, de tromperie envers les autres, enfin des autres sur elle. Concrètement, elle vient déjà avec un esprit de méfiance, avec un manque d'engagement, sur le conseil, mais un petit peu à reculons de quelqu'un. Vous arrivez à tirer un résultat en séance qui va être intéressant avec des techniques qui sont subtiles et qui ne sont pas expressives et captables immédiatement par le sujet, qui va se rendre compte de ce résultat uniquement quand ça va se renforcer, quand il aura capté l'autorité que vous avez dans le milieu ou le niveau que vous avez dans le milieu et la notoriété que vous pourriez avoir. Concrètement, là, ça doit être un signal d'alerte. Comment cette personne vient juger par votre autorité et votre notoriété que le résultat qu'elle ressent maintenant, dès lors qu'elle vous a identifié comme autorité, vient de vous et pas d'elle. Et comment, du coup, il va falloir reposer un cadre qui va permettre de continuer à avancer avec elle sans qu'elle crée ses attentes pseudo-fanatiques de résultats à tout prix avec vous et que avec vous parce que vous êtes l'élément magicien pour elle. En gros, comment ne pas tomber dans le fait implicitement de devenir la baguette magique alors qu'explicitement on dit complètement qu'on l'est pas. Oui. Jérémy, tu voulais intervenir? Typiquement, c'est ce que tu racontais, tu as parlé du triangle de Karpman tout à l'heure, Jérémy, et c'est typiquement ce qu'on peut voir avec les notions de rôle et d'invitation, où en fait le sujet vient dans son rôle de victime, te fait une invitation à te placer en sauveur, et à partir du moment où ce que tu tentes ne fonctionne pas, tu vas changer ton rôle de sauveur, et c'est à ce moment-là du coup qu'il va y avoir entrée dans le triangle dramatique. Et inversement, donc c'est aussi savoir comment ça fonctionne pour savoir se placer. Et effectivement, donc avant, ça pose pas de problème, c'est un signal d'alerte, mais ça pose pas de stop, c'est pas un red flag, un arrêt de ou une mise en pause directement ou un stop de la séance, c'est juste par rapport à nos positionnements à nous et au fait de ne pas rentrer dans ce mécanisme un petit peu projectif qu'il peut y avoir dans la mise en place de la relation. Ouais. Et d'ailleurs, du coup, on peut ouvrir là-dessus. Hein, c'est bien de savoir, de dire, ah, tiens, cette personne vient, elle a la posture de victime dans le triangle, elle me place dans la posture de sauveur du même triangle, j'ai pas envie de finir dans la structure du persécuteur, etc., ou du bourreau, bref, ça dépend comment ça tourne. D'accord, mais comment qu'on fait alors? Le protocole compassionnel. On cadre, on explique. Alors, on cadre. Développe, Jérémy, le protocole compassionnel. Eh ben, c'est une suite pour sortir du triangle de Karpman, où en fait la personne va venir, elle va utiliser des éléments de langage qui vont nous permettre de la définir soit en victime, soit en sauveur, soit en persécuteur en termes de rôle. Et l'idée, c'est de lui parler, de lui parler en utilisant l'inverse de ces éléments de langage.
Et donc, donc Cartman, en fait, dans le triangle dramatique, il utilisait les rôles P-, S- et V-. Et là, l'idée, c'est de parler avec des éléments de langage en P+, S+, et V+. Où, par exemple, la personne vient, se pose en victime en disant, bah voilà, je souffre de ça, ça va pas. Derrière, parce qu'on switch, forcément, quand on est dans Cartman, donc on switch en victime, en persécuteur dans nos éléments de langage. L'idée, c'est de dire, OK, vous avez utilisé des éléments de langage victime, ensuite sauveur. C'est d'utiliser donc ces éléments V+, qui sont des synonymes pour vaillance, vigueur, en disant, bah, vous voyez, vous avez quand même fait l'effort de venir. Je comprends tout à fait ce que vous pouvez ressentir, mais finalement, la vie continue, vous essayez d'avancer, ça montre que vous êtes vaillante, donc là, avec le V pour le V+, et il utilise tout un tas de synonymes, et en replaçant les choses dans leur contexte, et pour éviter justement de rentrer dans ce triangle dramatique. Mais est-ce que tu rentres pas dans le triangle dramatique quand tu commences à lui apporter des solutions quand tu commences justement à lui dire, bah, tu vois, t'es voyante, c'est bien, t'es vaillante, c'est bien, t'es venue jusqu'ici, félicitations, etc. Tu te positionnes encore en sachant, quoi, non? Du coup, comment on peut régler le problème? Gaëtan, tu nous parlais de cadrer, recadrer. Comment tu recadrerais un truc comme ça en disant Monsieur Ortega, vous êtes mon dernier espoir. Hein. Moi, je leur dis que je suis un intervenant qui est là pour les accompagner, les aider, mais que le travail leur appartient et que ensemble, je suis là pour guider. Je suis comme un GPS, c'est un peu, voilà, mes phrases un peu génériques, mais que je n'ai aucune baguette magique et que par contre, cette baguette magique, on peut aller la chercher ensemble, de manière à ce que ce soit lui qui décide de l'utiliser. Alors si après, ça peut être une baguette magique ou n'importe quoi, mais enfin, l'idée, c'est vraiment ma manière de recadrer, c'est d'expliquer que la finalité lui appartient. Mais après, ça reste ce sont des phrases, quoi. Voilà, il faut qu'il les imprime, il faut qu'il les intègre. Alors, et que c'est pas gagné pour autant, quoi. Mais ça permet au moins de recadrer les choses et de faire en sorte que je ne sois pas le détenteur unique de la responsabilité, de l'issue. Voilà. Il faut qu'il soit conscient que l'issue positive ou négative des séances va dépendre aussi de lui. Et s'il est d'accord, on continue. Si ça ne lui convient pas, ça ne s'est jamais produit. Mais voilà, il est libre d'arrêter. Christina, tu avais levé la main. Oui, en fait, je viens de faire le lien avec ça va la mâchoire. Parce que c'est juste mettre en lumière un moment de la relation, un détail qui permet justement à l'autre de conscientiser sans que ce soit toi qui lui dise ou qui recadre, parce que sinon, c'est encore une fois quelqu'un à l'extérieur qui vient expliquer justement le concept, quoi. Le truc, c'est que c'est bien de le comprendre. Après, le mettre en place directement, moi aussi, j'ai tendance à trop parler. Et quand je repère ça, à avoir envie de recadrer ou donner des exemples, genre la plupart des personnes qui ont réussi à changer, en tout cas, ça dépend de l'engagement et ça dépend de ceci ou de cela, mais ça reste explicatif, quoi. Donc, le coup de ça va la mâchoire, c'est bien, mais il faut y penser. Alors, plus que de penser à ça et directement par rapport à la chronique de la mâchoire, là, ce qui compte vraiment dans l'exposé de cette séance, c'est de comprendre les impacts qu'il peut y avoir entre la relation que vous avez rencontrée pendant la séance, les éléments que vous allez pouvoir apporter qui vont toucher précisément une problématique et toucher aux éléments confusionnels que vous aurez retrouvés chez votre sujet, et comment ça peut créer un changement ou non. Et derrière, quel va être l'impact de la pérennisation de ce changement dans les influences de l'environnement quotidien de votre sujet
qui viennent de vous, de la recherche qu'elle va faire sur vous ou de son environnement autre à vous et complètement extérieur. Ça, c'était vraiment ce qu'il fallait capter du truc d'aujourd'hui. Et il y a un élément qui va être important aussi, c'est la notion du coup de, entre guillemets, fanatisme ou d'entrer dans un triangle de Karpman, où on aura besoin effectivement, comme disait Gaëtan tout à l'heure, de poser un cadre ou de trouver des solutions à pouvoir soit en sortir, soit éviter d'y entrer. Maintenant, la problématique qui se pose là, c'est ce cadre-là, comment on peut se permettre de pouvoir le poser, comment on peut se permettre de pouvoir faire comprendre au sujet qu'on n'est pas à la solution, et est-ce que le simple fait d'exposer ces phrases-là, de dire ce travail, on va le faire ensemble, et je ne suis pas l'inquisiteur de votre changement, et ces éléments-là viennent de vous, et je suis là simplement pour vous aider à les découvrir, quelquefois, ça ne suffit pas. Et du coup, comment on peut trouver les éléments qui vont permettre de... Oui, ça peut faire faux modeste, en fait. C'est ça peut faire faux modèle, ça peut être pris de milliards de façons différentes, et surtout, ça fait aussi psychoéducation. C'est-à-dire que quelque part, comme tu disais tout à l'heure, Christina, le problème, c'est qu'on se positionne quand même en sachant, quelque part. Donc là, comment on peut réussir à régler ça et pouvoir s'assurer de pouvoir trouver toutes les manières possibles de pouvoir sortir d'une relation qui risque de devenir toxique en rentrant dans le schéma d'un triangle de Karpman? Mais en fait, plutôt que d'expliquer et de garder ce rôle de sachant, il faut plutôt poser des questions de manière à ce que ce soit la personne qui elle-même apporte les bonnes réponses et réalise. Et nous, il faut qu'on fasse un entonnoir et qu'on le conduise vers ça. Très bien, Gaëtan. Maintenant, quels sont les éléments qui vont être importants à rechercher pour réussir justement à permettre que le sujet s'auto-recadre? C'est les questions clean, quoi. Il faut poser des questions qui lui permettent de se poser à lui les vraies questions et à lui de trouver ses bonnes réponses. Essayons de rechercher ensemble ces éléments-là. Les éléments qui vont nous permettre de pouvoir essayer de guider cette entrée dans l'entonnoir jusqu'au bout. Ça serait quoi? Il y a les fameuses questions PNL, là, les 7 questions-là. C'est un peu... Oui, par exemple. Oui, je ne sais plus tout en tête, mais est-ce que le changement escompté, est-ce que ça dépend de vous? Voilà. Est-ce que ça dépend d'autres personnes? Voilà, ce genre de choses. Est-ce que quand vous aurez obtenu le changement voulu, est-ce qu'il va y avoir des conséquences? Est-ce qu'il va y avoir des répercussions au niveau familial, au niveau professionnel? Voilà. Et envisager, mais lui poser ces questions pour qu'il conscientise, lui, une fois que le changement pour lequel il est là sera opéré, est-ce que c'est vraiment ça dont il a besoin et dont il a envie? Est-ce qu'il le veut vraiment? Et ça permet de l'amener lui à faire ce constat-là. Voilà. Alors, ça peut effectivement tout à fait participer. Attention à la manière dont les questions sont posées, parce que ça peut aussi être pris, en fonction de la manière dont on pose les questions, comme étant vous êtes sûr, vous êtes bien sûr, vous êtes sûr de toutes les conséquences du changement, parce que ce qui peut être pris comme étant à nouveau une position de pouvoir, en disant attention à ce changement, parce que quand je vais appuyer sur le bouton, ça va péter. Donc c'est toujours dans la nuance. C'est à travers les questions qu'on va poser, qu'est-ce qu'on va risque d'influencer en langage méta, en éléments sous-jacents à ce que l'on est en train de dire. Quelle influence ça va avoir? Du coup, qu'est-ce qu'on peut aller faire rechercher au sujet? C'est là je t'ai coupé la parole avant, excuse-moi. Non, c'est moi, je pars dans tous les sens. Plutôt des questions qui stimulent l'introspection. À quel moment tu t'es rendu compte que, tiens, pour revenir sur la mâchoire, voilà, ça va, ouais, ça va. À quel moment ça s'est détendu? À quel moment ça a... Enfin, pour que la personne se rende compte que c'est elle-même au moment où elle a pu chier tout ce qu'elle avait à dire. De se rendre compte que c'est justement le sujet en lui-même qui amène ses propres changements avec juste un guide. Pour ça, déjà, qu'est-ce qu'il faut pour le sujet? Il faut qu'il sache où il
Où il en est, oui, on le questionne Oui, sur. Ouais. Et voilà, il faut qu'il Alors, sache où il va. vous- Donc, il va falloir lui Je vous ai répété la demander. même chose. Hein. Attention, Ouais. il y a sache où il en est, c'est pas le problème. Et qu'il sache Les où il va. problèmes, et vous sache où il va. Quel est son objectif. Donc, où il en est et où il va. Qu'est-ce que ça va permettre, ça? De se positionner au milieu des deux. De se positionner entre les deux, déjà d'une, mais surtout de pouvoir identifier, quel est son problème. Tiens, je vais vous partager un truc. Et quel est son objectif? Et quel est son objectif? Et du coup, le trajet entre les deux. Hop là. Voilà, c'est tout petit. Voilà, attendez, pourquoi ça affiche ça et pas ça? Les questions PNL, ça parle à tout le monde ou vous voulez que, parce que j'ai trouvé mon fichier mais je ne les sais pas toutes par cœur parce que je ne le fais pas systématiquement. Mais si vous voulez, je vous le partage. Ah, moi, je veux bien, Gaëtan, s'il te plaît. Alors, il faut que je trouve comment on fait. En bas à droite, tu as la discussion. Si jamais tu veux laisser du texte, tu peux le mettre directement dans la discussion ou si c'est un lien. Je ne sais pas si c'est un document ou. Oui, c'est un document, mais après, je peux le copier et le mettre dans la discussion, si vous voulez. Par exemple, si. C'est 6 phrases, hein, j'ai des questions. Oui, ça devrait le faire, ouais. Si c'est pas 14 pages. Bon, ça marche pas. Échec. C'est pas grave. Donc, le fait de pouvoir, à un moment donné, le préciser. Pourquoi il vient et quel est son objectif? Ça va permettre de pouvoir fixer une limite gauche et une limite droite. Et surtout de pouvoir lui redonner une focalisation uniquement sur sa problématique à lui. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut lui demander? Ce qu'il attend pour pouvoir atteindre l'objectif. On a un point de départ, on a un point d'arrivée. Maintenant, il faut savoir comment on va faire pour aller de ce point de départ jusqu'au point d'arrivée. Ensuite, il y aurait quoi d'autre? Comment il va se rendre compte qu'il a atteint cet objectif? Comment il va se rendre compte qu'il a atteint cet objectif? Ok, très bien. Donc ça, c'est le truc qui va lui permettre de pouvoir capter qu'il s'est bien passé quelque chose. Tout ça, c'est juste de la détermination d'objectif. Alors, la détermination d'objectif, sauf que la détermination d'objectif, de temps en temps, tu n'as pas besoin de l'utiliser, et dans d'autres temps, tu vas pouvoir l'utiliser, et pour diverses raisons différentes. Là, on l'utilise pourquoi, la définition d'objectif? Attends, j'aimerais rebondir. La détermination d'objectif, c'est pour le thérapeute, quelque part. Ça, c'est pour le gars, ça. Eh bien, Gaëtan. Là, l'objectif, c'est pas de pouvoir structurer votre travail. Votre travail, vous savez le structurer. Là, l'objectif, c'est de pouvoir structurer la pensée du sujet pour qu'il comprenne que le changement va venir de lui et pour pouvoir l'utiliser comme élément motivationnel. Moi, j'ai jamais vu la détermination d'objectif comme un outil pour le thérapeute. Oui, après ça dépend comment est-ce qu'on a positionné les choses. Hein. Ça dépend comment on l'a appris, ça dépend comment on a été structuré dedans, etc. Maintenant, le but, c'est que ça puisse aider vraiment tout le monde. Il y a des gens qui ont vu ça, la détermination d'objectifs, pour pouvoir structurer son travail en tant que thérapeute derrière. En PNL, notamment, c'est ce qu'on utilise. Là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir permettre au sujet de réaliser quel est le chemin à faire et surtout, comment on va s'y prendre. Donc, l'une des autres questions qu'on pourrait poser, c'est quoi? Quels peuvent être les éléments perturbateurs? Bien. Quels peuvent être les éléments perturbateurs à pouvoir réaliser cet objectif ou se rendre compte qu'il s'est réalisé? Dans ces éléments perturbateurs, on peut y mettre quoi aussi? Quels sont les éléments extérieurs qui vont changer ou qui risqueraient de changer si on atteint l'objectif? Et les éléments aussi sur lesquels il n'a pas de prise. Les bénéfices secondaires, tout ça. C'est ça, les bénéfices secondaires, les avantages. Et les inconvénients. Mais moi, je disais, quand je parlais des éléments où il n'a pas de prise, pardon, j'ai coupé parce que je mange, donc on va éviter que vous voyez. Je disais, en fait, les éléments sur lesquels ils n'ont pas de prise, c'est-à-dire des éléments qui pensent. En fait, des fois, les gens, ils veulent changer, mais ils veulent que les gens autour d'eux changent.
C'est ça, Et- alors qu'ils n'échangeront pas. Alors que c'est pas possible. Moi, c'est vraiment une des choses que j'essaye de leur rappeler quand même, c'est qu'ils n'ont pas d'influence. Et je pense que ça fait partie aussi de la détermination d'objectifs, ça. C'est vraiment quelque chose d'important. Très bien. Nico? Oui, moi je voulais revenir sur les rôles d'entraîneur de Cartman. Une personne en fait qui glisse dans un rôle de victime, en fait, c'est un peu comme en mécanisme de stress, c'est qu'elle est plus en contact avec tous ses besoins, et du coup elle glisse dans un rôle. Et l'intérêt du rôle de victime, c'est de suramplifier ses difficultés pour chercher à être pris en charge par l'autre personne, sans prendre le risque de demander à l'autre de l'aide et de peut-être d'être rejeté ou qu'on lui réponde non. Donc c'est une recherche de symbiose où on suramplifie ses difficultés en disant bah, vas-y, toi qui es grand, aide-moi. Donc c'est une invitation à l'accompagnant de glisser dans un rôle de sauveur si il fait plus que la moitié du chemin. Donc il faut garder cette posture en tant qu'accompagnant de juste équilibre entre stimuler l'autonomie de l'autre et à la fois l'aider par rapport au service qu'on lui propose. Et donc la personne en fait elle active un état du moi, l'état du moi enfant, et donc en tant qu'accompagnant il faut essayer de stimuler son état du moi adulte en valorisant les choses positives qu'elle exprime, en lui disant bah waouh, je suis impressionné par votre capacité à parler de vos difficultés. Il y a plein de gens qui sont dans d'autres mécanismes de déni ou autre. Vous avez cette lucidité de voir ce qui est difficile pour vous et ensuite de stimuler ses capacités pour qu'elle puisse avoir confiance en fait qu'elle va y arriver elle. Et qu'on pourra l'aider, mais sur une certaine partie. Alors, Oui. C'est lui redonner la responsabilité et établir le cadre, finalement. donc c'est exactement ce qu'on est en train d'essayer de dessiner ensemble. Comment pouvoir redonner le cadre à la personne. C'est pour ça qu'on va essayer de retomber dessus. Là, en lui fixant, on avait dit dans quel état elle se trouve et ce vers quoi elle veut tendre, quel objectif elle veut atteindre. Et en lui faisant capter comment elle va réaliser que l'objectif a été atteint et surtout quels sont les éléments qui vont être importants pour elle, tant en termes de frein qu'en termes de booster pour pouvoir atteindre cet élément-là. Dans ces questions-là, de manière fondamentale, qu'est-ce qu'on lui permet? De la responsabiliser. Exactement. Le seul objectif de ces questions-là, c'est de pouvoir la responsabiliser, de pouvoir la motiver à pouvoir avancer ou non vers son problème et de pouvoir faire un libre choix là, à cet instant, en fonction de ses propres éléments motivationnels qu'elle a trouvés. Si elle vous dit, ben, j'ai pas envie que ça change, en fait, au fond de moi, et je suis venu vous voir pour vous donner la responsabilité de me changer parce que moi, j'en ai pas envie au fond, alors je sais que ça serait mieux pour moi, bah, là, au moins, elle réalise concrètement qu'elle est venue vous voir en position de sauveur et donc elle n'a plus d'autre choix que de dire que, clairement, la schématique, presque inconsciente, qu'elle s'était définie elle-même. Du coup, vous venez désamorcer les schématiques de relations toxiques qui pourraient être créées et éviter de tomber dedans. Tout simplement parce que vous l'avez recentré sur ses propres définitions de ce que sera son objectif, de comment elle va le reconnaître et de comment les éléments vont se mettre en place pour y arriver ou non. Et vous n'êtes plus un élément ici qui est en entrée de compte, qui est pris en compte dans la démarche. Si vous apparaissez en prise de compte de la démarche, du moins plus que ce que vous devriez l'être, bah vous savez au moins que là, bah, c'est le moment de dire stop et que le recadrage que vous êtes en train de reposer ne suffit pas. Mais au moins, les réponses viennent du sujet et ce n'est pas les vôtres qui tombent. Parce que vous pourriez dire tout ce que vous voulez, elle va pouvoir vous dire oui, oui, bien sûr, parce qu'elle n'a qu'une seule attente, c'est que vous fassiez le job. Vous comprenez la différence? Gaëtan, tu avais levé la main avant. Oui, ben c'était mais tu viens un peu de le formuler, là, Jérémy. C'était pour rebondir sur ce que Nicolas a dit. Moi, ce qui me dérange dans ton approche, enfin, ou c'est pas l'approche, mais c'est que tu portes une sorte d'évaluation, de jugement. C'est-à-dire que tu es dans la subjectivité. Ce qu'il faut, c'est amener la personne à le réaliser elle-même. Ce sera sa subjectivité. Mais ce qui compte, c'est qu'elle soit positive et que ça l'amène sur le bon chemin du changement. Si toi, tu te places encore en sachant, en vision extérieure et en apportant un jugement qui sera issu de tes propres expériences, c'est casse-gueule, quoi. Parce que c'est pas son. Tout dépend. C'est pas la personne. Ce sera
ce sera une opinion extérieure et ça, ben, il faut pas le faire. Enfin, Après, tu as aussi, en tant que thérapeute, une expérience. Tu as aussi une opinion. oui, mais il faut pas qu'elle déteigne sur. Ben, je vais prendre un exemple concret. Ça, c'est Jérémy. En plus, tu te rappelles quand tu avais ça t'avait révolté là, les gens qui voulaient faire de l'EMDR. Je sais plus, là-bas, là où ils se font en Israël. oui, là où ils se font bombarder, tout ça. Oui, parce que nous, on juge ça avec nos yeux et notre opinion de gens qui sommes à l'abri, qui sommes dans une vie paisible, alors que ça n'a rien à voir dans le contexte tel que eux le vivent. Et donc, malgré une très bonne intention derrière, ça n'est pas approprié, ça n'est pas justifié que d'avoir cette interaction et cette intrusion, en fait. Il faut arriver à ce que ce soit la personne qui, elle, même si ça nous paraît bizarre, trouve ses solutions et ses réponses, et en tout cas les réalise. Mais pas les réalise, les concrétise, les conscientise. Voilà, c'est ça le mot. Et il faut l'amener à ça. Oui, néanmoins, ça dépend. Tu peux très bien avoir aussi une expertise. On a dit, on part d'un point A, un problème, on arrive à un point B. Il peut aussi y avoir quelqu'un qui te dit, bah voilà, j'ai un TOC, un trouble obsessionnel compulsif, très invalidant, etc. Et je me marie dans 2 semaines. Et du coup, voilà, mon objectif, c'est que dans 2 semaines, ce TOC ait disparu. Tu vas pouvoir l'impliquer autant que tu veux, etc. Mais tu sais qu'un TOC, ça met plus que 2 semaines à s'amender. Alors, c'est peut-être l'exception qui est en face de toi. Mais à ce moment-là, il ne s'agit pas non plus de dire non, c'est pas possible. Point. Mais tu peux aussi faire rentrer dedans l'information en disant, alors d'expérience, peut-être que vous êtes le contraire, peut-être que l'exception qui confirme la règle, mais d'expérience, ça nécessite un travail qui est de plus longue haleine que le délai que vous amenez. Parce que si on implique la personne dedans en disant, bah voilà, est-ce que vous êtes super motivé à changer en 2 semaines? Est-ce que pour votre mariage, ça va être un truc de fou, vous n'aurez plus votre toc? Il peut être hyper impliqué à fond. Si derrière, tu lui as pas dit, oula, attendez, non, là, ça va être compliqué, bah, il va être déçu. Il va dire, mais pourquoi il m'a motivé à le faire? Et pourquoi il m'a super impliqué dedans? Et tu es retombé un petit peu dans le truc. La métaphore que j'aime bien utiliser, c'est celle de la construction. Notre sujet, il vient avec un terrain, comme s'il venait avec un terrain. Et ben voilà, j'ai acheté un terrain, c'est à tel endroit. Et donc ce terrain, bah, bien sûr qu'il a une histoire. Ça fait des milliers d'années, il y a peut-être des choses, etc. Ce terrain, il peut avoir des avantages et il peut avoir des inconvénients. Il peut avoir un super beau paysage ensoleillé, et puis il peut y avoir un terrain marécageux, inondable, etc. Bon. Et puis il vient te voir parce que toi, il pense que tu peux l'aider à construire sa maison sur ce terrain. Et sa maison, ça lui appartient, c'est son projet, c'est lui qui veut savoir s'il y a des parts en blanc, en rouge, en vert, s'il y a des baies vitrées ou au contraire, s'il y a 5 étages, j'en sais rien, etc. Si on prend cet ensemble-là, bah bien sûr que d'abord, on va lui demander, OK, alors, votre terrain, il ressemble à quoi? Et qu'est-ce qu'on va être obligé de faire avec ce terrain? Parce que bien sûr qu'on peut parler autant qu'on veut de la couleur des murs, tant qu'il y a un marécage à la place de votre terrain, on ne va pas aller loin. Et de définir toutes les étapes qui nous sembleraient nécessaires. Alors des fois, le terrain n'est pas un marécage, etc., etc. Mais aussi définir les corps de métier. OK, dans l'histoire, vous êtes qui? Vous êtes juste le propriétaire du terrain? Vous êtes le maçon? Vous êtes le fournisseur en matériaux? Vous êtes l'architecte? Vous êtes... Et moi, là-dedans, je suis qui? C'est quoi mon rôle, mes rôles? Et tu amènes la personne à se positionner dans un projet. Alors, tu peux le faire de manière explicite comme ça, tu peux le faire de manière différente, hein, bien sûr. Mais ça amène la personne à se positionner
à définir les étapes d'un projet, okay, un point initial, un point final. Entre les deux, on a un chantier. Ce chantier, bien sûr, il peut prendre plus ou moins de temps, il peut être plus ou moins facile, de positionner les rôles là-dedans. Et j'aime bien cette métaphore parce que ça nous viendrait très, très, très naturellement à l'esprit que si on nous disait que quelqu'un qui nous dirait « Ah oui, oui, bien sûr que votre maison, elle est construite après-demain », on trouverait tous ça très louche. On s'attendrait à avoir des déceptions. On s'attendrait, si on était agent immobilier, on s'attendrait à, si on vendait une maison qui serait OK pour après-demain, on s'attendrait à finir devant un tribunal à un moment ou à un autre, parce qu'on sait qu'il y a un couac. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas construire des maisons vite, mais ça permet de faire les choses les unes après les autres. Et j'aime bien cette idée de la construction de quelque chose. Vraiment, la hypnothérapie, on a une thérapie orientée solution. Toutes les questions dont on a parlé avant, que ce soit celle de la PNL et compagnie, c'est de l'orientation de solution. Si vous ne l'avez pas déjà lu, je peux que vous conseiller le livre de Marie-Christine Callier pour une thérapie de rêve, qui est un des fondements de la thérapie orientée solution. Tous ces éléments sont dans les solutions, et donc construire des solutions, c'est de la construction. Donc, gardez ça en tête, gardez qu'on a un rôle plutôt d'artisan que de magicien. Je trouve ça un plutôt bon antidote au triangle, parce que si le maçon, enfin, si les murs, il n'est pas droit, c'est la faute de plein de monde. C'est la faute peut-être du tailleur de pierre, c'est la faute du maçon, c'est la faute du gars qui a fait le mortier, c'est la faute du gars qui n'a pas plané correctement le terrain, c'est la faute du gars qui n'a pas corrigé un truc, c'est la faute du gars qui ne l'a pas peint. Et c'est la faute à la fois de tous, c'est pas la faute de personne, c'est la faute de tout ce monde-là. Et l'idée, c'est pas d'aller pointer du doigt qui c'est la faute, mais au fur et à mesure de dire, attendez, avant d'aller mettre un coup de peinture sur le mur, est-ce que notre mur, il a été correctement monté? Avant d'être monté correctement notre mur, est-ce que notre sol, il a été correctement monté? Et donc, c'est plus cette optique-là de dire, tiens, avant d'aller partir sur travailler pour votre voiture, est-ce que notre fondation, la relation, est-ce que notre fondation, notre terrain, votre engagement, est-ce qu'ils sont OK? Parce que si c'est pas OK, on va pas monter au-dessus. Et on retombe en fait là-dedans, et c'est juste le pendant métaphorique, mais quand Jérémy nous parle de tous ces green flags au début, il dit, tiens, est-ce que si cette étape-là est OK, on peut passer à la suivante, on peut passer à la suivante. Et si c'est pas OK, non, on revient en avant, tac, 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 c'est le même principe. Et je trouve cette approche relativement intuitive, et globalement, quand on ne sait pas trop où on en est, se repositionner en disant, attends, c'est quoi le projet final? C'est quoi le terrain de départ? Pourquoi ça a merdé? Pourquoi le mur n'est pas droit? Permet de déconstruire un certain nombre de choses et d'impliquer la personne dedans. Ça reste sa maison, ça reste son terrain, ça reste ses choix, ça reste ses couleurs, mais nous, on n'est qu'un petit intervenant parmi tout ça. Et oui. Et du coup, on arrive à la fin de notre live. Ça fait déjà plus d'1h30 qu'on est ensemble. On a énormément parlé aujourd'hui sur plein de choses intéressantes. On a vu la notion d'importance de la relation dans la qualité d'accompagnement. On a vu la notion d'influence extérieure dans la subjectivité du sujet, dans son positionnement derrière la séance. On a vu les notions d'autonomisation et de codépendance. On a vu la notion de relation toxique dans la séance. Vous me dites si j'oublie des choses. C'était pas mal riche comme échange. Du coup, on fait un petit tour de table rapide pour savoir ce que ça vous a apporté. Notamment pour Magali, qui est toute nouvelle sur ce live et pour qui c'est la première participation. Alors, ce que j'aimerais savoir là, c'est en quelques mots, ce que ça vous a apporté ces 2 heures ensemble. Alors, pour moi, c'était très riche, effectivement. Ça m'a donc j'ai pu me reposer donc l'importance du cadre, de poser un cadre très très important. Voilà,
les dérives, les choses auxquelles faire attention dans une séance. Oui, c'était très riche. Et puis, moi, j'ai bien aimé après l'approche coaching, PNL, voilà, à la fin. Donc, c'est des outils, comme je connais ça. Donc, je me dis, tiens, je peux me servir de ça pour ce genre de situation et puis pour d'autres, certainement. Voilà, donc merci beaucoup. Ça, voilà, très riche. Super. Pas trop difficile à comprendre, ça va? C'est accessible? Alors, par moment, il y a des termes, moi je ne suis pas spécialiste, je débute, donc c'est vrai que des fois, il y a des termes, je ne sais pas ce que c'est, hein, peut-être j'ai un peu, je ne sais pas si j'ai écouté, ouais, il y avait quelques termes un peu trop spécifiques, effectivement. Ok, il ne faut pas hésiter sur les termes spécifiques, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, à le reposter directement sur le lab par écrit. Et du coup, nous, derrière, on pourra venir vous l'expliquer assez facilement. Ça permettra à terme d'avoir un glossaire, des choses qui sont plus ou moins compréhensibles en fonction des différentes écoles d'où vous venez ou des différents apprentissages que vous avez eus, et que le langage puisse au fur et à mesure devenir plus clair pour tout le monde. Alors, par exemple, j'en ai un, c'est le biais de sympathie. Donc, je vois ce que c'est, mais je ne suis pas du tout… voilà. Très bien. Ça, ce sont les biais d'influence sociale qui ont été mis en évidence par Cialdini, que l'on retrouve dans l'un de ses ouvrages « Influence et manipulation ». On doit l'avoir par là. C'est un des livres connus du milieu, il suffit de le retrouver. Voilà. C'est le livre de Cialdini. Qui en parle énormément, le système RAS-CLS notamment, qui sont les 7 leviers d'influence sociale par excellence que l'on va retrouver autant dans le commerce que dans la thérapie que dans les échanges personnels. Ok, merci. Voilà. Jérém, c'était comment pour toi? Comme d'habitude, c'était bien, très riche, enrichissant. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Alors, vous avez Guilain qui vous a mis 2 références de livres. Il y a le livre de Cialdini et le livre de Marie-Christine Cablier en lien directement dans la discussion pour ceux qui veulent. Nardone aussi est pas mal. C'est l'art noble de la persuasion. De Nardone? Ouais, notamment sur les définitions entre persuasion, manipulation et conviction. Ok. Tu veux nous mettre le lien aussi, tu peux. Ouais, parce que je n'ai pas compris ce que tu as dit. L'art noble de quoi? Ah oui, Nardone, d'accord. L'art noble de la persuasion, la magie des mots et des gestes. Vous l'avez aussi en lien. Ok, merci Jérém. Nathalie? Ben moi, ça m'a fait beaucoup de bien. En fait, alors, en fait, j'ai vu ce que tu avais marqué pour les gens qui ne venaient pas. Par rapport c'est pour ça que je suis revenue aussi. Et c'est vrai que, alors ça n'a rien à voir avec toi, c'est vraiment que par rapport à moi. Par rapport à la première fois où je suis venue, donc la seule fois, c'est pas la deuxième aujourd'hui, en fait, je me suis sentie très intimidée. Et comme même si ça fait 1 an à peu près et demi que j'ai mon cabinet, je passe un peu par des hauts et des bas, où des fois je me sens en fait toute petite et très nulle. Et j'hésite un petit peu à venir dans ce genre d'endroit parce que j'ai l'impression de dire que des bêtises. Donc ça m'a fait du bien ce que tu as dit au début, qu'il ne faut pas avoir peur même de dire des bêtises. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien aujourd'hui. Donc je vais revenir vraiment le plus régulièrement possible. Je me suis rendu compte que je n'avais pas dit que des bêtises aujourd'hui, ça m'a fait du bien. Aussi, ça m'a un peu… voilà. Donc, voilà. Puis j'étais contente de voir Gaëtan, parce que Gaëtan, au début que je me suis installée, m'a beaucoup aidée. Il m'a pris un petit peu sous son aile et on a passé des fois du temps à discuter. Mais je te rassure, on se sent tous très, très nuls tout le temps. Après, on a des degrés différents, mais c'est dans l'échange qu'on progresse, justement. Voilà, c'est ça. Donc, j'en avais un petit peu besoin de retrouver cet échange en ce moment. Ça ouvre des portes, ça montre des bonnes directions, surtout. Voilà. Voilà, donc merci infiniment. Il faut se réjouir de dire des bêtises. Oui, non, mais après, je suis d'accord. Je n'ai pas peur. Mais c'est vrai, parce qu'on apprend en disant des bêtises aussi. Donc, non, on n'apprend que comme ça, en fait.
Oui, c'est vrai. On apprend en essayant de dire un truc intelligent, en disant une bêtise à la place, en se rendant compte que c'est une bêtise, et du coup, en calculant l'écart entre le truc intelligent qu'on voulait dire et la bêtise, et du coup, on corrige le petit truc. Est-ce C'est que ça. comme ça, c'est à force d'avoir répété Maître Corbeau sur son arbre tombé, perché, le nez sur son bec, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, voilà. J'étais vraiment contente d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui et je vais le faire le plus souvent possible. Je ne sais plus, tu les fais tous les mois, c'est ça? C'est ça, une fois par mois, le dernier mardi du mois. Ok, parfait. Je me débrouillerai pour être au rendez-vous. Super, merci beaucoup pour ce retour. On est là pour ça, justement, pour essayer de donner au maximum la parole et d'essayer de faire sauter les brides qui vous empêchent de pouvoir vous exprimer. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir vous tirer avec nous vers le haut. Et vous nous apprenez aussi des choses énormément. Il n'y a pas de notion de niveau. Quand on arrive à une certaine complexité d'analyse des choses, on en oublie aussi très souvent les bases. Et du coup, avoir un niveau aussi hétérogène dans un groupe de partage, c'est hyper intéressant parce que ça ramène ceux qui ont complexifié leur approche à la resimplifier et ceux qui travaillent de manière très simple à en comprendre la complexité. Et c'est ça qui est génial. Donc, n'hésitez pas, il n'y a vraiment pas de notion de niveau. Et nous, notre taf avec Guylain, c'est justement de pouvoir rendre compréhensible tout ce qui est dit sur ces lives à tout le monde. Donc, on essaiera de le faire tant que faire se peut, et c'est grâce à vos questions qu'on y arrivera. Et même avec la complexité de la pratique, on en perd de vue parfois l'essentiel, et le fait de revenir à ces choses simples, ça nous fait progresser aussi. C'est ça. Et des fois, tu te fais des nœuds au cerveau sur des séances qui sont extrêmement simples en disant « mais putain, mais pourquoi j'y arrive pas ?» Et tout d'un coup, tu dis « mais c'était simple en fait, c'était juste là devant mes yeux. » Oui, c'est ça, c'est la magie de l'humilité, on appelle ça. Enfin bref. Gaëtan, c'était comment pour toi? Comme d'habitude, ça m'a bien réveillé, tu vois. Non, c'est ce que je disais à Nathalie, ça permet. Souvent, quand on est issu d'une formation, on a un petit peu la fausse prétention, bien évidemment, de détenir la vérité. Et alors qu'il y en a plusieurs de vérités. Et c'est ce genre de confrontation et d'enrichissement qui nous permettent justement d'élargir nos horizons, de prendre conscience qu'il n'y a pas qu'un seul axe. Et par contre, après, à nous de faire notre sauce, notre synthèse. Et ce qu'il y a de bien dans le groupe que tu viens de former et auquel, c'est pareil, j'ai du mal à assister fréquemment, c'est ce côté éclectique déjà, et puis surtout bienveillant et sans jugement, quoi. Et là, tu es en train de compiler une sorte de truc qui, à la fin, va être génial. Parce qu'il y aura tout. Il y aura tout avec toutes les sensibilités possibles et imaginables. Donc, ravi de contribuer à ça, à ma petite échelle. Merci beaucoup. Merci à toi, oui. Nico. Ouais, vous m'entendez? Ouais. Oui. Super content d'assister à ces lives. Expliquer un peu ma position, c'est qu'à des moments, effectivement, il y a beaucoup de richesse pendant 2 heures et que j'aime bien revoir et décortiquer. Et 2 heures à retranscrire et à décortiquer, c'est très long. Donc, des fois, en fait, j'abandonne et je passe à autre chose. Et du coup, voilà un peu ce qui explique que des fois, je suis moins impliqué que d'autres fois. Où j'aime bien aussi discuter avec d'autres personnes et faire les choses à plusieurs. Et parfois, j'ai posté des choses où il n'y avait pas beaucoup d'écho. Et du coup, je suis allé chercher de l'écho ailleurs sur d'autres sujets. Et voilà, donc s'il y a des gens qui ont envie de bosser sur le triangle de Karpman ou autre chose et qui ont un peu du temps, c'est un sujet qui m'intéresse. Ce groupe, il est encore tout jeune. On vient de le faire remuter sur Facebook. Avant ça, il était sur une plateforme privée. On n'avait pas beaucoup plus d'activités, justement parce que la plateforme était un peu compliquée
d'accès. Donc, on vous a simplifié les choses en basculant sur Facebook. Maintenant, il faut le temps que ça se redynamise. Donc, vous êtes tous acteurs de cette dynamisation. À vous d'en parler au maximum de thérapeutes que vous connaissez dans votre réseau pour qu'ils rejoignent la plateforme, que ça fasse plus de nombre et donc potentiellement plus d'activités. Parce qu'on a vu aussi dans la question que j'ai posée que plein de gens viennent un petit peu récupérer de l'info, mais n'ont pas le temps de pouvoir en partager. L'objectif, quand même, c'est d'en partager au maximum et que tout le monde participe. Maintenant, on n'est pas là pour obliger les gens à participer, bien sûr, mais vous êtes aussi acteur de ça et ambassadeur de ça. Vous voulez pouvoir avoir plus d'activités sur le groupe, poster et reposter vos questions si vous voyez qu'elles ne sont pas remontées, faites-le remonter dans le feed et partagez l'activité qu'on a ici, si vous la trouvez pertinente, avec tous les thérapeutes de votre entourage ou sur les autres groupes, de façon à ce qu'on puisse vraiment avoir notre identité propre, notre façon de travailler qui soit accessible à tous. Et plus il y aura de monde, plus il y aura d'activités. On est aussi dans Et cette Nicolas, même stratégie de construction. Hein. Donc, vous nous donnez des briques, des parpaings, on fait plus de murs. Nicolas, si tu as envie de discuter Triomphe de Cartman, il y avait tout un tas de discussions, je suis OK. Super, merci. Vous pouvez lancer un truc dans le fil de discussion sur Facebook, comme ça tout le monde en bénéficie. Moi, je regarderai, mais je ne suis pas outillé pour ça. Donc, voilà, je resterai observateur. Et même sans être outillé, s'il y a des questions qui te viennent, pose-les. Oui, même voilà. si tu as des questions de base, pose-les. C'est ça qui est important à comprendre. C'est que même quand on ne connaît pas un sujet, dès lors qu'il nous intéresse, il ne faut pas hésiter à poser la question. Et c'est là où ça va justement générer les échanges et il y aura des choses à dire. C'est justement quand on parce que sans connaître peut-être cet outil-là, bah, tu connais certainement des situations. Attendez les gars, là, comment ça rentre dedans? Tiens, bah, au contraire, moi, ça me fait penser à cette approche-là. Tiens, moi, je le voyais plutôt de cette manière-là. C'est quand on fait la psychologie en général, la médecine en général, etc., se sont construites par des constructions, des alternances de construction de modèles et de vérification. C'est toujours ce qu'on appelle la démarche ontologique. C'est je prédis, tiens, je pense que le modèle il fonctionne comme ça. Ensuite, je fais de l'expérience. Ensuite, je crée des modèles. Ensuite, je fais de l'expérience. Ensuite, je fais des modèles à partir de ce que j'ai vu dans l'expérience. Bon, ça marche. Dans l'astrophysique, ça marche un peu plus facilement parce que je prédis qu'il va y avoir des trous noirs. Ah, tiens, j'observe un trou noir. Tiens, j'observe un truc qui n'est pas prédit. Ah mince, je dois modifier mon équation. Bon, dans la psychologie, c'est un peu plus compliqué parce que l'expérience, elle n'est pas du même niveau de vérité que j'observe un trou noir ou pas. Tiens, où est la vérité exacte en psychologie? C'était compliqué. Mais c'est ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec près de 200 psychothérapies différentes, des modèles à n'en plus finir, etc. Globalement, toutes les études qui ont cherché à dire « Ok, mais qui est-ce qui a raison dans le tas ?» ont toutes arrivé à la conclusion « Personne. » Plutôt tout le monde. Donc du coup, c'est de se dire « Ok, pourquoi est-ce que c'est le modèle du Triomphe de Cartman qui a pris le lead et est un peu plus connu que le reste ?» Je sais pas, on s'en fout. Ça veut dire surtout que ok, bah, toi, tu n'as pas cet outillage-là, tu n'as pas cette grille de lecture, mais tu as peut-être celle de, je ne sais pas, la PNL ou l'IFS, comme je disais tout à l'heure. Et donc, il faut se dire que tout ça, c'est comme plein de gens qui parlent des langues étrangères, qui essaient d'écrire la même scène. Alors forcément, ils ne sont pas tous installés au même endroit, ils ont des points de vue différents, ils ne sont pas tous outillés de la même manière, ils ont des mots différents, il y en a peut-être un qui a un mot qui exprime mieux cette nuance. Là où l'autre n'en a pas, il est obligé d'utiliser une périphrase ou une métaphore, mais on parle tous de la même chose au centre. Et cette chose-là, c'est nous, c'est l'humain, c'est la chose mentale de manière générale. Donc au contraire, il faut se faire confronter ces systèmes-là parce que c'est comme ça qu'on arrivera à une sorte de finalité, de dire ah ok, je prends un peu là, un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. Comme tu disais, on est en train de construire un truc qui à la fin devrait être un truc un peu sympa et un peu compréhensible surtout. Voilà. Plutôt que de tous se tirer dans les pattes en se disant qu'on a appris comme ça et que c'est comme ça qu'on travaille, comment on peut faire en sorte de s'enrichir chacun des différents courants qui nous ont emmenés à faire notre beau métier et comment ça peut nous emmener vers s'approcher de plus en plus vers un consensus général de prise en charge plutôt que de 200 courants différents. Si on apprenait à tous se fédérer plutôt qu'à tous se tirer la gueule, on se porterait vachement mieux, non ?
Donc, ça sera le but de ce truc-là. Voilà, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour ce live. C'était super top. Merci encore, Guilain, de notre Avec grand plaisir. collaboration. Je me régale toujours autant avec toi. Idem. Et puis, encore une fois, le groupe vous appartient. Voilou. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée tout le monde. À plus tard. Salut, Bonne salut. journée. Salut. Il y a Vice Versa 2, c'est l'illustration de l'IFS, si ça vous intéresse. Ah ben voilà, tiens, bonne idée de film. Ah, tiens, ah oui. Un petit moment. Allez, salut. Salut. Et merci. Merci. Comment on coupe? Ça y est. Salut En Nathalie. haut à gauche. Ciao. Salut Gaëtan. À bientôt. Oui, avec plaisir. Ravi de t'avoir revu. Ciao. Ciao. Je vais manger. Ouais. Ouais, moi, je vais travailler un peu.